Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Le sport, avec un grand S, c'est sur Fréquence Méditerranée. 100% sport, c'est le rendez-vous des sportifs, mais pas que. Résultats locaux, nationaux et internationaux décryptés par les journalistes de Fréquence Méditerranée. Football, basket, tennis, Formule 1, cyclisme, rugby, tout le sport dans 100% sport. 100% sport. Analyse, débat, invités, une émission 100% interactive à suivre sur la FM, le DAB+, le web, nos applications smartphones Android et iPhone et en vidéo sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitch et YouTube. 19h-20h, le sport avec un grand S, connecte-toi et rejoins-nous. 100% sport, la seule émission sportive mentonnaise. 100% sport, c'est tout de suite. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La seule émission sportive mentonnaise ce soir avec bien sûr l'adjoint au sport. C'était une évidence, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis, que je reçois ce soir? Je reçois en première partie, et vous n'êtes pas habitués de nous voir à cette heure-ci à 18h, puisque ce soir c'est une émission spéciale 18h-22h. On a une très grosse actualité sportive, puisque vous savez que ce week-end nous avons eu droit au championnat de France. Je me mélange, je rigole déjà. On a eu droit ce week-end, je suis perturbé, excusez-moi de vous avoir à cette heure-ci, j'ai pas l'habitude. De ceinture WBC Méditerranée de boxe anglaise avec son organisateur, monsieur Maxime Brandibard. Bonsoir Maxime. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir tout le monde. Tu m'as perturbé, effectivement. Et je le disais donc juste au début de cette émission, c'est du direct, je vous le rappelle. Monsieur Jean-Claude Alarcon, adjoint au sport et à la jeunesse. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir à tous. Avance un petit peu le micro, comme ça tu seras peut-être plus tranquille au bord de la table. Voilà, on est là ce soir pour parler un petit peu de ce très très beau gala, ce Menton Boxing Star 11e édition qui a eu lieu ce week-end. Il y a un téléphone qui sonne, c'est du direct, vous inquiétez pas. Ça prouve qu'on est vraiment en direct, effectivement. Un très beau gala de boxe qui a eu lieu ce week-end, donc ce samedi au Palais de l'Europe. On va parler aussi d'autres sports puisqu'on profite d'avoir Jean-Claude avec nous. Et normalement, nous devrions avoir avec nous le champion WBC Méditerranée, monsieur Rakib Mohamed Radji, qui nous rejoint avec son coach, ton deuxième coach. Oui, ils vont arriver. Ils vont faire la surprise en direct, présent. Super, vraiment très content. Et on attend aussi la famille Rostani avec Mathias et Franck Rostani, puisqu'on va parler Moto GP aussi ce soir. On va parler du team. Voilà, donc une grosse émission sportive avec plein d'invités, avec l'équipe qui arrivera à partir de 19h. Qui rentre, si c'est eux là, c'est Mathias. Alors Mathias, on l'attend, qui rentre. Voilà, c'est du direct les amis, on vous l'a dit. Chez nous, pas de chichi. C'est comme à la maison, on ouvre la porte, on tape, on rentre et on fait de la radio. Ça se passe toujours bien. C'est un peu comme chez toi, Max. C'est un peu comme chez moi, c'est ça. Un peu comme au club, non? Un peu comme au club, même à la maison, c'est comme ça chez moi. C'est vrai. Ta porte est toujours ouverte à tes amis. Exactement. Effectivement. Un beau gala. Tu t'en es remis? Ouais, c'est vrai que cette année, ça a été plus difficile dans l'organisation. Il y a eu beaucoup de choses difficiles dans l'organisation. C'est vrai que ça a été plus pesant, je peux l'avouer. Hein. Mais quand on voit le résultat de la soirée et le niveau qu'on a atteint, il y a quand même énormément de satisfaction d'être capable de effectivement, on est passé de 7 combats à 10 combats. Je rappelle que d'année en année, les combats, il y en a un petit peu plus. 7 combats l'année dernière, 10 combats cette année. L'année dernière, une ceinture de champion de franc poids mouche. Cette année, une ceinture WBC Méditerranée. Avec tout ce qui allait autour. Hein, parce que c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'il y a le gala, mais derrière, il y a une grosse... Tu peux venir t'installer, Mathias. Vas-y, tu montes le fauteuil. C'est du direct, les amis. Vous êtes en train de nous suivre sur le DAB, le web, les appels. Franck, vas-y, viens aussi. Installez-vous. Vous avez la petite manette pour lever le siège. C'est du direct, voilà, on vous le dit. Hein. Vous tirez, vous soulevez le siège. Vous êtes à la bonne hauteur. Vous mettez les casques. Et les amis, ils sont là, ils sont avec nous. Si vous êtes sur le DAB, le web, les applications smartphone, venez nous rejoindre sur le live Facebook. On a tout ce beau monde autour de moi. Il faudra qu'on fasse de la place quand on va avoir les boxeurs tout à l'heure, effectivement. Je le disais, donc, t'es monté en puissance, t'es monté en qualité. Cette ceinture WBC Méditerranée, c'était pas évident de l'avoir. Hein. Non, mais s'il y a quelques années, on m'avait dit qu'on serait capable d'organiser un événement avec la WBC, j'aurais peut-être même pas cru. Et c'est vrai qu'au fil des ans, on progresse, on apprend l'expérience, le relationnel, l'aide de la mairie aussi, les partenaires là, tout le monde se multiplie, tout le monde est présent.
Et c'est vrai que là, je pense que on a quand même 4 combats professionnels dans une soirée de boxe pour un petit club, parce que quoi qu'il en soit, le Team MB375, ça reste un petit club, un tout petit club de France. Un club local, hein, et un être club capable d'une ville de 30 000 habitants quand même. Exactement, avec une grande ville à côté de Nice où il y a énormément de clubs, où on a énormément de monde. On a quand même peu de possibilités de sortir des boxeurs avec le peu de personnes qu'on a dans la ville. Et aujourd'hui, on présente 5 compétiteurs du team, un boxeur professionnel, une ceinture WBC pour Akib qui n'est pas à menton mais qui est mentonné. Il est mentonné de cœur. Voilà, effectivement. Quand on gagne, c'est plus facile. Non, mais il me l'a avoué déjà l'année dernière. Quand même 3 clubs niçois qui étaient là dans le gala. Il y avait le TH Gênes de Nice, il y avait le club Boxing Club niçois et il y avait l'Ariane Boxing Club. Donc 3 clubs niçois déjà. Oui, on a fait venir des clubs niçois, on a fait venir des clubs il y avait le club de Blagnac aussi avec la famille Benama. Il faut savoir que c'est... Blagnac, c'est en Gironde, si je dis pas de Gironde. Et la famille Benama, c'est une famille très réputée dans le monde de la boxe. Alors le public ne s'en rend peut-être pas compte, mais d'avoir la Benama, c'est une vice-champion olympique cette année à Paris, le fils. Donc on a touché des boxeurs italiens et puis on a touché aussi la WBC. La WBC, c'est la Ligue des champions pour le foot. C'est le summum de la fédération. C'est la plus ancienne fédération mondiale. C'est celle qui a présenté le combat de Mohamed Ali à Kinshasa. Et voilà, tout Canelo. Rakib, avec ce combat, va rentrer dans le classement WBC entre un top 20 et un top 30. Ce qui veut dire qu'il va maintenant être confronté à des boxeurs WBC. Oui, ça veut dire qu'il va commencer à rencontrer des top 30, top 40 mondiaux. D'accord. Et il faut savoir que le niveau, même dans la catégorie des mouches, le niveau est très très élevé. Quoi qu'il en soit, Rakib aujourd'hui a 10 combats professionnels. 10 victoires. 10 victoires. Mais au-delà de ça, c'est le parcours qu'on est capable de lui faire pour le faire progresser, sans brûler les étapes. Parce qu'aujourd'hui, il ne pourrait pas prétendre à un championnat du monde où il n'est pas encore prêt, il n'a pas encore le niveau. Mais on est capable de faire passer des paliers. Tu viens de le dire, de ne pas brûler les étapes. Exactement. Et là, en 1 an et demi, donc, ce qui a été fait pour sa carrière, c'est énorme. D'accord. On va en profiter pour présenter, puisqu'il vient d'arriver, Mathias Rostani. Salut Mathias, tu vas bien ? Salut, voilà. Attends, on va t'ouvrir le micro, c'est mieux. C'est vrai que si je t'ouvre le micro, c'est mieux. Mathias, jeune pilote moto GP. J'ai un peu bugué dans la soirée. Il y a eu des moments où au début j'ai un peu bugué. Qu'on va présenter ce soir avec son papa Franck. Salut Franck. Salut à tous. Voilà, content de vous recevoir. Ouais, une belle émission sport ce soir. On va avoir du beau monde effectivement. C'est pour ça qu'on a démarré beaucoup plus tôt, parce que comme ça on vous libérera tout à l'heure. On le disait, depuis tout à l'heure tu parlais de la ville de Menton, partenaire, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous ce soir Jean-Claude. Jean-Claude Laville qui s'est associé déjà depuis quelques galas au team. Depuis le début des galas, puisque nous sommes au Menton Boxing Star 11, ça fait 11 ans tout simplement, avec une évolution que l'on a pu constater. Ça avait commencé par un gala en plein air à Palmero, il y en avait eu un autre au Pian, et puis petit à petit, puis maintenant cet endroit prestigieux qui est le Palais de l'Europe. Nous en sommes ravis, de pouvoir accéder à la demande et pouvoir aider et contribuer à ce que ce genre d'événement puisse se passer à Menton. Bel événement, je te dis, au niveau... Alors, on va faire une petite rectification. Il y a une erreur sur ce matin. Jean-Claude Chaumette a été marqué avoir gagné contre un boxeur de Blagnac. Non, c'est une erreur. Il a gagné contre un boxeur italien. Donc, je vais donner les résultats. Et je crois qu'il y a une erreur. Et j'ai vu une erreur passer. J'ai vu l'erreur, mais je ne pense pas que c'est celle-là. Mais Blagnac, c'est pour Osni Joubige. Oui, voilà, exact. Alors, effectivement. Du coup, je vais profiter. Je donne les résultats rapidement. Il y a eu un premier combat féminin en catégorie de moins 63 kilos. C'est la boxeuse du Blagnac Boxing Club, Anaïs Boss, qui a gagné contre la boxeuse du team MB315, Célia Raimondi. Il y a eu un deuxième combat amateur junior en moins de 52 kilos. C'est le boxeur italien de la Celane Box Genova, Mirko Rutigliani, qui a gagné face à Yanis Alaoui. Et ils viennent d'arriver dans le studio. Avec la ceinture. Je coupe avec la ceinture. Alors là, attends, il va falloir faire de la place parce que là, il va falloir. Les amis, on va se débrouiller. On va pousser les meubles. On va leur passer des micros. Écoute, fais comme à la maison. À part qu'ici, il n'y a pas le couscous. Mais fais comme à la maison, mon cher. Alors, vous n'allez pas avoir les casques. On va vous passer des micros. Ça va bien ? Ça va bien. Ça faisait longtemps qu'on s'était plus vu. Alors les amis,
On vous l'a dit, c'est du vrai direct, on fait un petit peu comme on peut, voilà, on pousse les tables, on pousse les micros, on fait comme au club. La ceinture WBC, elle est là, on va la montrer, la caméra là mon cher, si tu peux la prendre, vas-y. Voilà, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, c'est une émission qu'on pourra partager. La ceinture WBC Méditerranée avec son champion. J'ai pas eu le temps de lui dire au revoir le soir, mon cher Akib. Ça va ? Ça va. Attends, voilà, c'est bon, vas-y. On est en direct, c'est bon. C'est bon. C'est bon, ça devrait marcher, ça devrait pas tarder à marcher. Voilà, vas-y. Allô. Voilà, on t'entend correctement, excuse-nous. Tu étais en contrôle antidopage quand je suis parti. C'est ça, direct. D'accord, mais ils t'ont gardé longtemps ? Au moins 2 heures, je suis resté. Sérieux ? 2 heures, ouais. Il n'arrivait pas à faire pipi. J'arrivais pas Sérieux à pisser. Ouais, j'arrivais pas à pisser. On peut le dénoncer, c'est pas grave. Voilà, d'accord. Bon, en tout cas, ça s'est bien passé puisque donc le titre tu es avec la ceinture, donc c'est que tu n'étais pas dopé, mon cher. Voilà. Un beau combat. Mais dès le début, alors moi je vais dire ce que je pense en dehors. J'étais donc, vous le saviez, donc j'étais sur le côté, le présentateur. Et lors de la ceinture championnat de France, jusqu'au bout, j'avais des gros doutes qui avait gagné entre Théo Tikou et Rakib. Je suis néophyte dans la boxe, j'arrivais pas à voir vraiment qui sortait. Dès le début du combat, sur les 3-4 premières reprises, je voyais qu'il était, pour moi, il était devant Rakib. Il était beaucoup plus. Par contre, j'ai encore vu qu'il a fait quelque chose que je crois que tu n'aimes pas trop. C'est qu'il a encore fait le kéké, il a encore fait le coq. Il nous a fait un petit pas de danse à un moment donné, vers la 5e ou 6e reprise. Est-ce que tu te rappelles que tu as fait ça, Rakib ? Oui. Hein, tu te rappelles bien que tu as fait le show ? Oui. Voilà. Mais Rakib, c'est un showman. Hein, c'est un showman. Pourquoi il a fait ça ? Non. En fait, chaque fois qu'il fait ses danses d'américain, de coq et tout ça, c'est qu'il est touché. D'accord. C'est pour se remotiver, c'est pour repartir. Voilà, c'est pour camoufler. D'accord. C'est que t'as senti que. Moi, je le connais par cœur, donc. Alors ça, faut pas le dire. Parce que si maintenant il y en a qui vont analyser. S'il danse trop, ce sera pas bon. Non, mais après, voilà, je sais quand c'est qu'il Il danse. avait pas mal fait contre Théo. Il a fait pas mal le kéké dans le combat. Moi, j'ai trouvé, je l'ai vu et j'ai dit putain, il est gonflé quand même. Le gars, il le chambre quoi. Et là, il a aussi fait. J'étais surpris. Mais on voyait quand même que. J'ai pas été surpris quand on m'a attendu le résultat. Je pensais qu'il avait gagné. Après, il était devant, mais on avait peur de la surprise parce que le boxeur en face, c'était un dur au mal, mais qui est un vrai puncher quoi. Rakib, si tu peux te rapprocher un tout petit peu pour l'image, voilà, qu'on te voit bien parce que t'es quand même la star aussi quand même. Il y a 2 stars ce soir. Il y a Rakib et Mathias. On a de la chance d'avoir avec nous. Et toi, dès le début du combat, tu l'as senti comment ? Une comparaison, par exemple, moi qui t'ai vu boxer la dernière fois contre. Alors, le dernier combat en décembre, tu gagnes jet de l'éponge, donc ça a été le 2e round. Mais contre Théo Tikou, tu as été au terme de tous les rounds pour la ceinture de championnat de France. Tu l'as senti comment, l'Espagnol ? Plus costaud, plus dur ? Les 2 combats étaient difficiles. Dans le micro, s'il te plaît. Les 2 combats étaient difficiles, mais je sais pas comment expliquer que ce combat était plus difficile qu'avec Théo Tikou. Je le sentais. Il était plus dur au mal. Il avait l'air plus dur au mal, lui. Il était beaucoup plus dur et ses coups, c'était des. Il frappait fort, faut le dire. C'était des coups de marteau. Ouais. C'était beaucoup plus professionnel. C'était beaucoup plus professionnel. Et c'est là que j'ai senti que l'expérience, ça, il joue vraiment. Il y avait beaucoup d'expérience en face et vraiment, il m'a fait comprendre que l'expérience, ça voulait tout dire. Ouais, parce qu'il avait plus de combats que toi. Il avait beaucoup plus de combats que toi. C'est ça, combien de combats ? Oui, Juan, il avait 25 combats déjà. Et puis plus de 8 combats déjà en 10 ou 12 rounds avec des ceintures internationales déjà disputées. Et voilà, c'est beaucoup d'expérience. Il a été champion EBU Silver. C'était vraiment un gros client et un gros cap à passer. Voilà, c'était un vrai test. Comme ça l'était l'an dernier. Si je peux me permettre, parce que ce qui est intéressant, c'est que toi comme moi, en fin de compte, on est néophyte dans la boxe. Exact. On n'a pas le même regard que ces messieurs-là. Mais moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est cette concentration dans le regard qu'il avait le rack quand il est monté. Et quelque part, ces déhanchements, on avait l'impression qu'il calculait à l'avance ce qu'allait faire son adversaire. Et ça a surpris beaucoup de monde. À ma table, il y avait des gens qui sont également des néophytes. Cette attitude les a surpris, mais surpris positivement, dans le bon sens du terme. Ça, je ne l'avais pas vu contre Tikou, je l'ai vu là. Et puis aussi, son physique. Alors, se tenir comme ça. Moi, je vais dire la vérité, je ne pensais pas, je vais dire quelque chose, je vais rien cacher. On était en pleine période du Ramadan. C'est ça. Et je ne pensais pas je pensais qu'il allait souffrir pour aller sur les 10 rounds.
Et je pensais qu'il fallait il a souffert. Qu'il finisse le combat avant, mais il n'arrivait pas à finir le. L'autre en face, il a tenu les 10 rounds aussi. Hein. Non, l'autre, même s'il n'avait pas jeûné, si Rakieb n'avait pas jeûné, tout ça, il n'aurait pas pu le mettre KO. Parce que c'est un dur au mal, un vrai Rakieb, dur au mal. Oui, mais je m'étais dit, on était en pleine période, c'était le dernier jour du Ramadan. Je me dis, est-ce qu'il va avoir la puissance, la réserve d'énergie pour tenir 10 rounds de 3 minutes C'était impressionnant, quoi. Il a été au bout. Après, il fait le Ramadan ou pas? Parce qu'après. Non, il a fait la jeûné même le jour du combat. Après, ce qu'il faut comprendre quand même aussi, et c'est des choses aussi que les néophytes n'arrivent pas à comprendre, c'est la pression aussi que peut représenter un tel événement. Quand on fait un combat de préparation, c'est un combat de préparation, psychologiquement on n'est pas fait de la même manière, c'est pas pareil. Là aujourd'hui, dans le combat de samedi pour Rakieb, c'est une pression qui est censée vous enlever 50, 60, 70% de vos capacités. Parce que le résultat il est très très important pour la suite de ce qui peut arriver, quoi. Rakieb il a une force, et ça je le connais depuis un peu plus d'un an maintenant, c'est que il est toujours confiant, toujours souriant. Tu vois jamais le doute sur son visage. Je ne l'ai pas vu une fois douter depuis que je le connais. Parce qu'il va tout prendre. Il faut, c'est ça. Il faut toujours se mettre en confiance à soi-même. Comme un coq noir. C'est ça. Moi, je voudrais poser une question à Rakieb. Vas-y. Voilà. Et Après, je sais très bien que je te suis. Je te suis sur les réseaux, je te suis partout. Et donc, je sais que cette année, tu es parti en Thaïlande pour t'entraîner. Tu es parti avec ton coach, un de tes coachs. Je voulais savoir, est-ce que cette expérience t'a apporté un plus ou pas là-bas? La Thaïlande, c'était différent en fait. C'était plus physiquement. Entraînement oui, physiquement. Physique, ouais, c'est ça, oui. Physiquement, oui, j'ai appris beaucoup de choses. Comment travailler physiquement. Dans le micro, s'il te plaît, Rakieb. Pardon? Dans le micro, voilà, sinon on t'entend pas correctement. Voilà. Comment travailler en fait meilleur physiquement. Pour être meilleur dans le physique. Bah c'est ce que moi il m'a semblé ressentir hier. Ils sont durs au mal là-bas. C'est ça, ils sont très durs au mal là-bas. Voilà, là-bas ils sont durs au mal. Ça t'a appris ça d'être dur au mal aussi. Ils durent beaucoup plus longtemps que les nôtres. Oui. Ouais, et puis ma prétention à moi, c'était pas de lui emmener quelque chose dans la boxe, c'est-à-dire toute la partie boxe. Son coach c'est Doudou, c'est lui c'est Doudou qui s'occupe de toute la partie boxe. Voilà, moi j'ai essayé juste. En vrai, si on avait pu, on serait parti avec Doudou. Ouais. C'est juste que, il y a une histoire de moyens, il y a une histoire de vie de famille, il y a une histoire de beaucoup de choses. Voilà, moi, c'était lancer la préparation, lui donner la possibilité de se retrouver dans un cadre différent de ses habitudes, de lui emmener l'habitude de s'entraîner plusieurs fois par jour, de comprendre certaines choses que je pouvais avoir moi avec mon concept à moi. Après, moi, j'ai pas de prétention à lui apporter des choses sur la boxe pure, parce que ça, c'est Doudou qui s'en occupe, quoi. On aura un petit peu les mêmes questions tout à l'heure avec Mathias. On profite qu'on a Mathias avec nous, qui est un champion. Au moment de, pareil, toute cette partie mentale, toute cette partie préparation, toute cette partie maîtrise de soi, quoi, je veux dire, ça sera à peu près. On aura les mêmes questions avec toi, Mathias, tout à l'heure, puisque tu es un jeune champion. Lui, c'est la boxe, toi, c'est la moto. Jean-Luc, j'ai une petite question. Vas-y, profitez les amis. Là, tu parlais du positionnement, puisqu'on était aussi nous présents lors du gala samedi. Est-ce que vous faites justement par rapport à un positionnement que vous pouvez déceler sur un adversaire, est-ce que vous analysez des vidéos, je veux dire, est-ce que comme dans le monde du foot ou dans d'autres sports, est-ce que le placement de l'adversaire peut justement accompagner dans le combat pour voir justement s'il faut rentrer plus à droite, plus à gauche? Est-ce que ce travail-là, vous le faites, vous, dans le sport? Parce que moi aussi, je suis néophyte, donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais j'y connais rien. Le coach, vas-y. En fait, à la base, on sait qu'il est gaucher, donc on a fait la préparation pour boxer un gaucher. Mais en pleine préparation, j'ai dit à Rakieb, non, il faut que tu fasses ta boxe. Et de temps en temps, on fait des petites séquences pour le gaucher. Tu t'en rappelles pendant le combat de ça, en fin de compte, ce qu'il dit? Oui. C'est quelque chose que tu te rappelles, parce que quand on est vraiment dans le combat, il y a des fois peut-être on n'a pas le temps d'y penser. Tu arrives aussi, une question que j'ai envie de te poser, c'est qu'il y avait une énorme ambiance autour, des gens qui te supportaient, c'était incroyable. Là, je veux dire, il y avait la moitié de l'Ariane qui était là. Est-ce que tu les entends? Il y a des moments où tu entends et d'autres moments où tu n'entends rien du tout. Ouais. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, parce que il y avait concentré, tu entends juste la respiration. Le micro, Rakieb Rico, c'est. Des fois, eux, ils chantaient, ils faisaient des chants où ils criaient, et j'entendais rien. J'entendais que uniquement la respiration de mon adversaire et nos pas sur le ring. Et l'arbitre. C'était les seules choses que j'entendais. Donc, ce que peut te dire ton coach, des fois, t'entends crochet, envoi, etc. En fin de compte, lui,
il t'accompagne, mais en fin de compte, tu es dans ta bulle. Quoi. Voilà, il y a des moments où on n'entend rien du tout, vraiment. C'est juste l'échange quand tu breaks, les quelques secondes de récupération, où là, ton coach, il va te dire, fais plus comme ça. Là tu es plus attentif. Exactement, mais quand tu es pendant les 3 minutes du combat, là, je veux dire, tu es dans une bulle fermée. Exactement. Et on peut te dire ce qu'il faut. Donc, d'où... dans ton sport aussi, d'être vachement concentré dans ce temps de pause pour être attentif à l'analyse des personnes qui t'accompagnent. Alors, les amis, moi j'ai le papier exact qu'on m'a tendu, donc il y avait le référent, c'est ça, le truc. J'ai le papier exact qui m'a tendu pour les résultats, je l'ai là, il m'a donné ça en main, effectivement. Et c'est là où j'ai pas compris, parce qu'il a inversé, tout était inversé. Parce que normalement, là c'était dans la boxe, c'est coin bleu, coin rouge. Oui. Dans la boxe normalement, et vous avez particularité à Menton lors du gala, c'est de faire coin rouge, coin bleu. Ok. T'es à Menton là, c'est pour ça. Donc, on est près de la frontière italienne et entre Monaco, donc si j'avais suivi, quand j'ai lu ce qu'il m'a écrit, il m'a écrit le juge italien 93-97. Donc pour moi c'était Rakib qui avait 97, et puis j'ai donné le juge espagnol 98-92 et le juge de Diaz, pardon, Fernandez, il y avait 2 juges, donc 98-92. Donc pour moi, je voyais, c'était un résultat de l'Espagnol. Ouais, une défaite de Rakib. Et heureusement, il m'avait écrit dessous, et champion de WBC, Rakib Mohamed. Il t'a accompagné. Il est là le papier. Il est là exactement. Donc ça veut dire qu'il y avait 2 arbitres pour et un arbitre contre par rapport au jugement. C'était partagé. Donc c'était un combat très serré. Là, ce coup-ci, il y avait un arbitre espagnol. Je l'ai vu. Voilà. Mais je pensais que c'était interdit. Non, c'est justement, j'ai pensé comme toi. C'est l'Italien qui donne l'Espagnol vainqueur. Voilà. Dans la boxe, il y a justement, on peut avoir un arbitre de sa nationalité, parce que je vois le football ou autre, on n'a pas le droit, je pense, pour pas qu'il y ait de parti pris, sans dire pour autant que l'arbitre. Il y avait un arbitre espagnol qui a quand mis. C'est comme ça, c'est quand il y a un Français contre un Espagnol, comme ça a été le cas samedi. S'il y a un Français, il y a un Espagnol. Ah, mais il peut y avoir un Français, donc il y avait un arbitre français alors. Alors l'arbitre français c'était Fernandez. Monsieur Fernandez. Non, je croyais que c'était aussi un Espagnol. Il y avait un Français, un Espagnol et après un Italien. L'arbitre était néerlandais et le superviseur c'est un Français. Alors donc j'ai vu Rakib dans ses yeux, moi j'étais impassible. Donc Doudou, t'as encore rien vu cette fois-ci sur mon visage? Non, mais moi je savais qu'il avait gagné parce qu'au fait on avait les pointages. Et le dernier pointage, c'était le. En fait, on l'a découvert, ce soir-là, parce qu'on apprend malgré tout. Ouais. Et donc à la WBC, fin du 4e, fin du 8e, ils sont venus nous apporter les pointages. D'accord. Donc fin du 8e, on savait qu'il avait 2 juges pour lui et un juge qui était à l'opposé. Ouais. Et la différence qu'il y avait pour les 2 juges qu'il donnait vainqueurs, il y avait déjà 5 points d'avance pour Rakib, donc on savait qu'il ne pouvait pas perdre, à part perdre avant la limite. À part prendre le KO. Mais Rakib, vous lui dites pas ça. À part le juge italien, je peux réentendre les différences. Ouais, elles sont énormes en fait. C'est 98, 93, je crois qu'il y a 92. 92, c'est ça, c'est quand même 2 fois 6 points d'écart. Ah ben ils n'ont pas vu le même combat. Hein. Et j'ai vu Rakib dans ses yeux, il a douté. Ouais. Il a compris que c'était inversé. Je veux dire, en tout cas, lui, il a douté. Et c'est vraiment quand j'ai dit son nom qu'il a explosé. Mais il a pas. Il a explosé. Je crois que. Mais il a moins explosé, les amis. Il a moins explosé que la ceinture de championnat de France. Il a été plus sobre. C'est parce qu'il va s'habituer. Il va s'habituer à gagner des grands combats. C'est pour ça. C'est l'expérience. Et il a été. Tu es d'accord avec moi, Rakib? Tu as été un peu plus sobre sur cette victoire-là. C'est ça. Tu as senti que ça a été plus dur quand même. Ouais, non, parce qu'il a boxé un monsieur. France, parce qu'on se connaissait et on s'est beaucoup chambré, donc il fallait vraiment gagner. C'était la rigolade. Voilà, je sais pas. Oui, c'est vrai que Théo, tu l'avais rencontré quelques jours avant. 2-3 jours avant. Vous étiez en équipe de France amateur ensemble, il me semble. Aussi, Et là, le boxeur, c'était quelqu'un et il fallait le respecter. Ouais, voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour ce beaucoup de respect parce que tu sais qu'il il a fait un championnat d'Europe. Et il a fait match nul et il avait envoyé le boxeur à terre. Et comme il a fait match nul, il n'a pas pris la ceinture. Et ça, c'est Yoann Boyer qui me l'a dit. Alors tout à l'heure, j'ai annoncé les résultats. On va continuer. Bon, l'Ariane Boxing Club, il n'y a pas eu beaucoup de victoires sur ce coup-là. Oui, ouais. on s'est. Heureusement qu'il y avait celle de Rakib. Non, en fait, c'était très très dur et la concentration elle était basée sur Rakib. Donc tout à l'heure, en moins de 67 kilos, c'est Luca Dao du team MB375 qui a battu donc en amateur senior Asaim Rizuki de ton club. Ouais. Mamouka, non, il y a l'Ariane Boxing Club, pardon, Osni Joubij qui a gagné après de gros. Mais c'était bizarre. Fait, ils ont inversé. C'est l'histoire des coins rouges, coins bleus. Voilà, c'est ce que j'ai pensé. Et je pense que ça a été. Avec le géorgien.
Je pense qu'il y a eu certainement le même problème avec Manuel Piras. Voilà, donc je pense, à mon avis, qu'il y a eu exactement le même problème parce que moi. Oui, et en plus, on est passé de l'autre côté, c'est pour ça. Moi qui étais néophyte, je vais te dire que je ne voyais pas Manuel perdre sur ce coup-là. Voilà. On en a parlé, on s'en fout, c'est quoi qu'il en soit. Mais c'est pour ça, c'est les avis. Mais c'est vrai que Doudou, le premier, il me l'a dit, oui, c'est vrai, il aurait dû gagner. Mais donc, bon, ça change pas grand-chose. Aymen Taffer qui gagne en moins de 75 kilos contre. Oui. La moto, c'est plus simple. T'as une ligne d'arrivée. Voilà, il y a un chrono, t'es devant. Voilà. Mais là, on s'entraîne tous ensemble, donc c'est un peu difficile. Hein. Les boxeurs, ils se connaissent très très bien. Jean-Claude Chaumette qui termine sur une victoire. Ah, il était fou là. D'ailleurs, il nous a pris le micro. Là, il s'est lâché. Là, tu as vu le show qu'il nous a. Ah non, t'as rien vu. Non, t'étais au vestiaire. Hein, il a pris le micro. Pour lui, c'était beau quand même. Il était heureux. 7 ans sans boxer. Voilà, c'est l'événement de sa vie peut-être aujourd'hui. Et il a fait beaucoup d'efforts physiques. Il faut savoir qu'il a 39 ans. Il va faire 40 ans cette année. Que 40 ans, c'est très compliqué de se préparer pour ce sport. Il a consenti beaucoup d'efforts physiques, beaucoup d'efforts de préparation avec la sophro, avec la récupération. Et voilà, il y avait toute sa famille, ses amis. Pour lui, c'était la soirée, elle était pour Hakim, mais elle était aussi pour Jean-Claude. Et on n'avait pas le même objectif avec Jean-Claude. Moi, je voulais qu'il fasse un très beau combat, surtout. C'était ça ma priorité. Lui, il voulait absolument la victoire parce qu'il voulait terminer sur une victoire. Et bien, comme j'ai dit, nos deux objectifs sont atteints. Parce qu'il a eu affaire à un boxeur qui avait 39 combats. On ne le lui a pas dit avant, mais. Je te raconterai l'anecdote. Mais voilà, et ça a été un très beau combat. Et on voulait voir Jean-Claude boxer comme ça. Bon, peut-être Doudou l'a pas vu le combat, mais il aura l'occasion de le voir en vidéo. Mais ouais, il a fait un gros match. Il a fait un beau combat, effectivement. Il est sorti exténué. Il m'a dit heureusement on s'est vu après le combat et il m'a dit tu m'as pas dit. J'ai dit mais j'avais hors de pas te le dire, mais je ne te l'aurais pas dit. Et il m'a dit je ne l'ai même pas entendu quand tu l'as annoncé. Il m'a dit heureusement que je l'ai pas entendu quand je suis arrivé, ça m'aurait perturbé. Parce que quand j'ai annoncé les combats de son adversaire, j'ai annoncé et il l'a pas entendu. Heureusement. Il a pas entendu. Et il m'a dit heureusement parce que ça m'aurait perturbé. Il était dans sa bulle lui aussi. Il était dans sa bulle. Les amis, vous avez le temps, Franck. Après, on est avec vous. Donc après. Mais tu peux poser des questions si tu veux. Non, pour le moment, ça va. Pour le moment, ça va. Tu suis. Il récupère de sa séance de midi. Le Marseillais Marc Jamiou qui perd contre Clément Lubrano de Fréjus en super moyen. Alors je vais vous dire un boxeur qui m'a vraiment impressionné, c'est Marc Jamiou. C'était un bulldozer, ce gars, un guerrier bulldozer. J'ai même été un petit peu sincèrement, encore moi c'est une décision qui m'a un peu surprise en tant que néophyte. Honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour les deux. J'aurais vu un match nul peut-être. Non, je pense vraiment que Clément a gagné ce combat. Après, c'est vrai que c'est un bulldozer. Il faut comprendre qu'il y a à la base une différence de niveau entre les deux. C'est-à-dire que Clément, il a beaucoup plus de combats, beaucoup plus de technique. Il a déjà disputé un titre de champion de France, même s'il a perdu au point. Et Marc Jamiou, il est venu en remplacement suite à un forfait. Il a été prévenu 15 jours à l'avance. C'était un défi pour lui. Quoi qu'il en soit, il n'avait pas grand-chose à perdre. Il avait gagné à Nice, je rappelle. Même si aujourd'hui, lui, il considère qu'il méritait la victoire. Moi, en toute objectivité, je pense que Clément méritait sa victoire. Vous êtes professionnel, moi. Mais c'est vrai qu'il a fait une très très belle performance. On l'invitera à nouveau à venir à Menton. C'est un très beau combattant et surtout un très gentil combattant. Voilà, un super mec, super mentalité et on lui renvoiera l'appareil dans des bonnes conditions. Manuel qui a entendu ma petite phrase quand j'ai annoncé pour lui avant de rentrer sur le ring, j'ai dit quelque chose de gentil. Je ne sais pas si on a le droit, enfin quand j'ai posé la question à personne, mais de donner son propre avis en tant que speaker sur un boxeur ou quoi que ce soit, si on peut ou pas. Non, on a le droit ou pas? Non, là, c'est deux clubs, c'est une seule famille, donc c'est passé. Mais ça peut être mal pris, voilà, ça peut être mal vu. Ça peut être mal pris. Qu'un speaker donne un avis sur un boxeur. Bien sûr. D'accord. T'aurais pu me casser la gueule. Non, jamais de la vie. D'accord. Et puis surtout, c'est pas ça, c'est qu'on boxe dans la même catégorie. Ah oui. Poids lourd, 86 kilos. C'est vrai. Attention. Moi, je pense que quand le speaker porte cette formidable veste que tu avais, tu peux tout te permettre. Exactement. Moi, trop belle. Je suis à fond. Une très belle photo avec toi d'ailleurs. En tout cas, on a une très très belle soirée. On rappelle donc les arbitres. J'ai tous les arbitres de ce combat. Effectivement, au niveau de la WBC, il y avait donc l'arbitre de ring, c'était le Hollandais Robert Verwij. En juge, il y avait Christophe Fernandez, la France, Guido Cavalleri, l'Italie, Alberto Diaz de la Prida, l'Espagne. Lui, il est rentré en Italie et il a failli pas passer la frontière. Il avait voté quand il a noté contre toi. Et le superviseur Robin Dolpierre, voilà, qui est venu me tendre le résultat.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes comment aujourd'hui, là, 2 jours après? Franchement, moi, ça me fait du bien d'avoir apporté ce titre et je suis très content. Et aussi, une chose que je tenais à dire à mon équipe. Dans le micro, essaye de le mettre face à ta bouche. Voilà. C'est bon? Voilà, on t'entend mieux comme ça. Ce samedi, en faisant ce combat, je savais que j'étais un bon boxeur, avec toute prétention un bon boxeur et que j'étais un grand boxeur. Mais ce samedi, en faisant ce combat, c'est là que je m'en suis rendu compte que j'étais un débutant dans ce monde. Je suis un débutant dans le monde de l'international. Bravo pour ton humilité. Ouais. Voilà, bravo pour ton humilité. Parce que face à cet adversaire, en fait, je m'attendais pas à ça. Moi, c'était à peine mon deuxième combat en 10 rounds. Lui, on a fait plusieurs. Et il a fait même par rapport à la gestion de mon adversaire, j'étais vraiment un débutant à côté de lui. Tu t'es senti vidé à la fin du combat? Oui, vidé à la fin du combat. C'est pour ça que tu as eu peut-être, quand on a annoncé la victoire, tu as eu un peu moins la pêche que la dernière fois. Tu étais un peu plus sobre, j'ai trouvé. C'est ça. En fait, j'étais content de ce que j'ai fait. Je sais pas. Ouais. Non, puis je pense qu'un premier titre, tu le savoures différemment qu'un second titre, même si c'est la classe au-dessus. C'est ça, exactement. Je veux dire, quand tu n'as jamais été titré, je veux dire, c'est l'euphorie, quoi. Bon, nous, c'est pareil dans le monde de la moto. Après, voilà, tu sais ce qui se passe. Tu sais, voilà, sans prétention aucune. Je veux dire, après, la première fois, c'est toujours un truc de fou, quoi. Mais tu sais, il a déjà eu 2 titres de champion de France en amateur. D'accord. Mais je pense que c'est parce qu'il a battu. Oui, c'est aussi peut-être par respect pour son adversaire aussi, d'avoir moins cette euphorie, peut-être. Je sais pas, comment ça se passe, vous, dans votre sport? Parce qu'il est dans les niveaux, il est classé mondialement. Oui, dans l'élite. Voilà, ouais. Et puis physiquement, il était impressionnant quand même. Oui. Il avait une carcasse, il avait une sacrée carcasse quand tu le voyais sur le ring, même gabarit, même taille que. Quel âge il avait? Il n'y avait pas une différence de taille, mais 38. Ah voilà, c'est quelqu'un de plus âgé que toi, quoi. C'était le boule de muscle quoi qu'il y avait en face de toi. Hein. Après, Jean-Luc, pour répondre à Raki, parce que bon, en vrai, on s'est pas vu depuis samedi, hein, on s'est eu par message, mais bon, moi, ça me fait plaisir de l'entendre dire ça. Moi, mais je pense que Doudou aussi, ce qu'il a dit, nous, on le sait, en vrai. Alors, Rakib, c'est un talent, c'est un diamant, c'est un talent. C'est vrai qu'il a toujours été au niveau national et le talent, ça lui a toujours suffi pour performer, toujours pour être devant. Il a toujours gagné, ou pratiquement toujours gagné. Et nous, on aspire, nous, on croit en lui, c'est-à-dire que tout ce qu'on a fait là, tout ce qu'on a investi, je ne parle pas de l'argent, mais du temps, de la passion, le cœur et tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on croit en lui, sinon on ne le ferait pas. Mais le stage de la Thaïlande aussi, c'était ça, c'était lui faire comprendre qu'aujourd'hui, pour passer à un niveau, et nous on le sait, et Doudou encore plus que moi, je pense, parce qu'il a une carrière qui est bien plus brillante que la mienne en termes de boxeur, et on sait, nous, que voilà, le talent, à un moment donné, il fait rien du tout. Ça suffit plus, quoi. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir... il a déjà fait, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il a gagné. C'est aussi lui inculquer la notion de travail, d'effort, de sacrifice. Et voilà, et nous, on veut qu'il soit champion du monde un jour. Écoute, il en prend le chemin. Voilà, et on franchit les paliers, parce que c'est un mélange. Et il faut que lui, conscient. Et là, c'est bien parce que moi, personnellement, ça fait énormément plaisir de l'entendre. L'humilité. Et voilà, et puis qu'il comprenne que le niveau, et parce que on est qu'à la moitié du chemin, quoi. Tu as rien sans Bravo, bravo Rakib. Belle humilité en tout cas. Moi je suis très content d'avoir reçu ce soir, que tu sois venu quand même jusqu'à Nice pour le voir. C'est qu'ici tu es à la maison. Je rappelle qu'on a annoncé à la fin du combat couscous pour tout le monde. Exactement. D'accord, donc vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire que. On a plus de parole. Je sais. Donc ça veut dire qu'il y a un des soirs, mon cher Max, il va falloir que je vienne avec toi pour aller goûter à nouveau ce excellent couscous que vous avez tous invité. Hein. Attention, on mange. Ah, t'inquiète. Mais alors je vais te dire que tu es super bien reçu. Bon, Raki, tu sais quoi, à ton combat du championnat du monde, on tiendra la buvette comme on l'a fait ce week-end. Au César Palace. À Las Vegas. Écoute, non, mais c'est pas grave, nous, on fait des bons petits sandwichs, à des petits cafés. Tout ce qui se passe à Vegas, on reste à Vegas. J'en ai profité. Mais avec plaisir, tu rigoles. Franchement, c'était super bon. Après, il faut savoir que cette ceinture, on va attendre les classements là, mais Rakib va rentrer dans le top 30 WBC. Un top 30 WBC, c'est un top 30 monde, parce que c'est la plus grande fédération de boxe, c'est la plus ancienne fédération de boxe, ce qui veut dire qu'il va rentrer dans le classement, dans le top 30 WBC. D'accord. Et voilà, ça... Il va falloir que je vienne à tous les combats, parce que je porte bonheur. Ah oui. Quand je suis sur le ring, il gagne Rakib, t'as remarqué? Tu as un petit peu ton trèfle à 4 feuilles, peut-être. C'est la mascotte. Jean-Luc, la mascotte. Oui, effectivement, je changerai de vestiaire.
J'en ai d'autres La blanche, encore. elle était bien. Elle était belle, celle-là. Elle était classe, celle-là, j'ai bien aimé. On va profiter avant que vous nous quittiez, parce que je crois que vous devez nous quitter. T'as encore un peu de temps? Alors, parce qu'on a encore une belle émission. Mathias, vous inquiétez pas, on prend le temps après. Eux peuvent rester. Moi, j'ai encore 10 minutes après. Faut que je... Voilà. On voulait profiter avant que tu parles, Jean-Claude. Tu vas nous parler parce on va accueillir encore un beau championnat du monde là cette fois-ci à Menton. Ça sera au mois d'octobre et c'est pour la pêche. Mais tu vas en parler. Tout à fait. C'est le club de pêche de Menton qui est à côté, qui est notre voisin, qui touche le local. Notre voisin, qui est également finalement l'équipe de France de pêche, parce que à eux seuls mentonnais, ils composent l'équipe de France. Ils ont à chaque fois de très bons résultats quand ils vont à l'étranger. Et cette année, nous recevons à Menton le championnat du monde de pêche. Donc on est encore une fois ravis de pouvoir recevoir cet événement. Plus de 150 participants, ça va être encore un bel événement. Tu pourras peut-être leur donner des conseils parce que tu sais comment on fait des beaux événements, effectivement. Ouais, moi j'ai pas la prétention, mais s'ils ont besoin d'un avis ou d'un coup de main, c'est sûr que je serai toujours présent. Il y avait aussi une belle équipe technique de Avenir Vision de Sisteron, une équipe de jeunes vraiment à fond. Ils ont essayé, moi en tout cas c'est la deuxième fois que j'y suis, c'était vraiment sympa, on a vraiment kiffé. Je sais pas si vous avez un peu suivi en étant à la buvette, si tu arrivé un peu à... Honnêtement, pas grand chose. J'ai juste un peu regardé le dernier combat parce que c'était le combat élite et puis bon, on se connaît un petit peu parce que bon, j'ai la chance grâce à Maxime de le suivre un petit peu par les prestations qu'il réalise. Mais c'est vrai qu'après les autres, non, parce que bon, on a eu de l'affluence, ça s'est très bien passé. Je pense que les convives, les invités, la famille, les amis qui sont venus, je veux dire, grâce à Maxime, on a essayé de les mettre dans le confort optimal. Tout en respectant bien sûr le ramadan et autres, donc faire plaisir à tout le monde. Merci pour ça. En tous les cas, voilà, c'est grâce à Maxime qu'on peut vous faire ça et l'accompagnement. Il y avait des sandwichs, il y avait des clubs halal. Il y avait des clubs halal. Non, mais tu sais, c'est très important. Ça, c'est énorme. Merci beaucoup. À Menton, on sait recevoir. Moi, je peux vous dire que j'ai reçu les confidences de Monsieur le maire qui était présent à la soirée, à la fin, pendant et à la fin. Il m'a dit: je suis impressionné par le niveau, mais le niveau général de tous les combats. Et ça, c'était intéressant. Parce qu'il avait vu, bien sûr, Rakib, il y avait déjà remis la ceinture de champion de France l'année dernière. Et il a été vraiment impressionné de la qualité générale du gala. La qualité générale, c'est important. Vous savez ce qui est dangereux, en fin de compte, quand on a une petite anecdote, quand on a une veste blanche? C'est que quand ça a saigné, c'est parti sur les arbitres, c'est parti partout. Moi, c'est passé à ras de ma veste. Ouais, j'ai pas été touché. J'ai échappé belle, j'avais un beau survêt. Et ça y est, il a jeté le bien. Trop de sang. Et puis je vais te dire, je sais pas qui a saigné quel combat, je me rappelle plus. Il y en a un qui a pas mal saigné dans un combat. Le combat de Osni. C'est ça, le combat de Osni. Le sien aussi. Le sien, il a été touché aussi. Jordan aussi, Jordan a été ouvert aussi. Il y a eu du sang là. Il a fallu aussi intervenir. De la sueur et du sang. On a livré de la glace, nous, en tous les cas. Et je sais pas si vous vous rappelez, 2 jours avant, il y avait à la télé, il y avait Rocky 3. Vous avez regardé? Il y avait Rocky 3, moi j'ai regardé 2 jours avant. Voilà, j'étais la vraie boxe. Ils étaient en préparation, donc ils n'avaient pas le temps de regarder. Les amis, ça me fait plaisir. Max, quelques messages à passer encore. Max, tu restes avec nous, Jean-Claude, pour la moto? Ou tu t'en vas? Pas le temps, mais par contre, je reste pas pour la moto, mais j'adresse encore les félicitations à Mathias et son père pour tout ce qu'ils font. Là, cette année, Mathias, si je ne me trompe pas, c'est encore un palier supplémentaire que tu passes. Voilà. Ça fait drôle parce que ça grandit, hein. Lui, je l'ai connu tout petit. Il faisait du cheval à pédale. Et maintenant, il fait de la moto. Il est toujours avec des pédales. Donc finalement, je peux dire que peut-être j'ai contribué à te coacher au tout début. Toute personne y a contribué. Il commençait à prendre les trajectoires déjà sur le parvis Palmero. T'inquiète. Effectivement. Max, tu as un mot avant de partir? Non, je remercie tout le monde. Merci à Rakib, à Doudou d'être venu. Mathias, s'il est fatigué, c'est de sa faute, c'est ça? C'est un peu comme... c'est un peu la famille aussi. Hein. Il faut savoir que voilà, cette année, on recommence à collaborer ensemble. On se voit 3 fois par semaine. Et je m'occupe de le préparer physiquement et encore plus moralement. Moi, je voulais te dire juste une chose avant que Max parte. Tu vas venir, tu vas prendre sa place là? Non, mais avant qu'il s'en aille, il faut quand même savoir remercier les personnes. C'est-à-dire que Max, on se connaît depuis très longtemps et en tous les cas, nous, on voulait vraiment le remercier. C'est une personne qui est très investie dans le tissu associatif, qui donne beaucoup de sa personne, avec beaucoup d'humilité. Et il faut reconnaître une chose, c'est que c'est un homme qui a le cœur sur la main. Et ce qu'il fait pour Mathias, ce qu'il fait pour Aki, je veux dire, pas grand monde en France peut faire ces choses-là et puis toujours... bénévolement, c'est très très important ça. Bravo, félicitations. Ça me fait penser, bien entendu, ce que tu dis très important, parce qu'on l'a un peu. Parce qu'il parle pas de lui, hein, je veux dire, il reste dans l'ombre, mais dans la passion de tout ce que l'on a dit. Et il y avait l'aspect caritatif du gala. Ça, c'est aussi quelque chose de. Oui, qu'on a un petit peu oublié aussi, ouais.
C'est vrai que là, je veux dire, tout le profit, l'engagement qui est fait pour pouvoir accompagner sur chaque année, il y a un sujet différent et cette belle famille qui a été malheureusement très affaiblie par rapport à un départ et de pouvoir donner un peu du plaisir et un petit peu un rayon de soleil à la hauteur de ce que l'association peut apporter, je veux dire, c'est quelque chose de fantastique. Donc Maxime, c'est ça, c'est entre deux glaces, entre deux livraisons, il accompagne un boxeur pour devenir futur champion du monde et ils sont sur la bonne route. Il donne de son temps aussi pour un jeune pilote mentonné pour le préparer physiquement et moralement. Donc les journées, je vous rappelle qu'elles font que 24 heures et les semaines, elles font que 7 jours. Donc merci Max pour ton engagement auprès des sportifs et auprès de la ville de Menton. Merci. Tu fais bien de le dire, effectivement, parce que moi je connais Max depuis un peu plus d'1 an maintenant et j'ai pu voir la personne qu'il était. Et là maintenant, il reçoit les gens aussi, puisqu'on a été reçu. On a eu la chance cet été d'avoir notre émission qui a été reçue directement chez lui. Et il n'a pas peur de t'inviter, de mettre la main à la poche, il ne regarde pas. Et ça, c'est vrai, voilà, c'est quelqu'un d'important. Sachant sans arrière-pensée derrière et sans envie de profiter des gens, il est comme ça. Et je peux le dire ouvertement à la radio pour ceux qui me voit aux côtés de Maxime depuis quelques temps, c'est quelqu'un de bien. Je m'en vais avant de chialer. Hein. Allez, moi je voudrais poser une question à Mathias. Non, mais à Mathias, parce que que ce soit par exemple dans le monde du football, les gens ont des idoles, dans le monde de la boxe certainement, dans le monde de la moto, on regarde ça. Et donc, c'est qui ton idole en GP ? Moi j'ai toujours été bercé avec papa. Papa il a toujours aimé Valentino Rossi, comme Maxime aussi. Mais au fur et à mesure des années... Ça va être dur mercredi s'il dit pas aussi. Au fur et à mesure des années, moi j'ai préféré un peu Marquez avec sa mentalité. Donc mon choix c'est plus dirigé vers Marquez au fur et à mesure des années. D'accord. Je me doutais que tu n'allais pas dire Barichine parce que tu connais pas. Avant trop jeune. Juste une petite anecdote avant que vous partiez. Il y avait à l'époque qui se tirait la bourre avec Valentino Rossi, c'était qui ? Il y avait un deuxième pilote italien. Non, il y avait Jorge Lorenzo et Dovizioso. Alors non, c'est encore un autre très très connu, un grand pilote champion. Italien ? Oui, italien. Max Biaggi. Voilà. Max Biaggi, mais c'était en 2 et demi, ils sont bagarrés. Giacomo Agostini. Alors je reviens à la bonne personne, Valentino Rossi. J'ai une petite anecdote avec lui. Un jour, il est arrivé, donc je travaillais chez Ford. Il est arrivé avec son manager. Il est rentré, il a dit, il y avait une Ford, il y avait une RS, une RS dans le truc. Il a dit, je veux cette voiture. On l'a pris à la rigolade, il a dit non, vous la sortez, je la prends. Son manager, il a fait le chèque, il est parti avec la voiture. Il s'est arrêté à Roquebrune, au garage Citroën, pour faire démonter l'aileron. Et il est parti avec la bagnole comme ça. Il est arrivé, il a fait le chèque, il est parti, il a sorti de la vitrine, il est barré. C'était une voiture à je sais pas combien de milliers d'euros, je veux dire, une grosse. Et c'était ce pilote-là, voilà. C'est pour ça que ça me fait penser à lui, effectivement. Les amis, on vous laisse. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Bonne continuation. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup. Rakib, donne-nous le dernier mot. Qu'est-ce que tu veux faire ? Parce que on est là. Vous restez encore avec nous ? Ouais, c'est bon. Alors vas-y. Qui c'est qui est arrivé de mon équipe ? C'est du direct. Jean-Claude, on te fait un petit coucou. Ciao. Et puis. Bonsoir à tous. Voilà. Allez, c'est l'équipe qui arrive. Commencez à prendre la place et on s'installe petit à petit. On bouge, nous ? Oui, mettez-vous, rapprochez-vous, on décale. On décale et. Allez, hop, on décale, tout le monde se décale. Rakib, tu prends la place. Et les nôtres prennent les micros là-bas. On va remontrer cette ceinture. C'est belle la ceinture. Ouais, c'est de l'or ? Non, je crois pas. Non, parce qu'arrête le championnat maintenant, c'est bon. On est toujours en direct, vous êtes toujours sur Radio Fréquence Méditerranée. Une émission un petit peu particulière ce soir, puisque là, vous pouvez nous suivre, je le disais, comme on fait d'habitude. Alors, quand on est une émission en direct, tout n'est pas tout carré, tout n'est pas tout lisse, mais c'est de la vraie radio, voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est la beauté du direct. Voilà, c'est ça, il faut le dire. Parce qu'il n'y a pas des fois le jingle au bon endroit, il n'y a pas tout ça, mais en tout cas, ce soir, on a du beau monde autour de la table. On a notre chroniqueuse sport local qui vient d'arriver, Nathalie. Regarde le micro, Rakib, s'il te plaît. Voilà, t'as vu de suite le regard, de suite ce Rakib. Il y a une fille qui rentre dans le studio, ça y est. Et on a Nathan qui vient d'arriver aussi ce soir. Allez, venez prendre place avec nous, Nathan et Nathalie. Installez-vous au bout, prenez les places pour l'instant avec nous. Comment Nathan, tu dis ? Le coq ? Le coq noir. C'est le coq ? Ouais, le coq noir. Le coq noir. Ouais. Et Nathan, notre chroniqueur sportif, lui, c'est le spécialiste MMA. Donc c'est pas de la boxe, lui c'est du MMA, il nous parlera d'MMA dans quelques instants, il est avec nous ce soir, on va bouger un petit peu, c'est du direct hein, donc voilà. Et Nathan Rochefort, et peut-être tu auras un jour la chance de le voir sur un de tes combats, voilà, c'est un spécialiste de sport de combat. On va parler moto, tu restes avec nous Rakib, hein, parle moto aussi, hein. T'es bien, comme à la maison. C'est ça. Voilà, par contre il me semble que ton fauteuil est un petit peu bas, non il est pas monté assez.
Alors il faut que tu sortes dessous, recule, parce que sinon tu n'es pas à la hauteur du micro. Lève-toi. Hop, voilà, je pense qu'il est remonté un petit peu. Les amis, ce soir avec nous dans cette deuxième partie, j'ai pas mis de jingle, j'ai rien mis, elle vient de nous rejoindre. J'ai mis avec nous donc ce soir le jeune Mathias Rostani, accompagné de son papa Franck, qui sont venus nous présenter plein de choses, puisqu'il y a eu plein de choses depuis. La saison a démarré. T'as reçu mes mails? J'ai reçu tous tes mails. Voilà, je les ai à moitié ouverts. Tu n'as pas bloqué la boîte? Non, ça va. J'ai plein de choses, il y a plein d'événements qui sont arrivés. Et puis Mathias, surtout, il a lancé une marque. Bah écoute, il paraît. Mathias. Une marque? Oui, la manette. La manette, c'est une marque. C'est mon slogan, on va dire. Et il a un logo, il y a tout qui est arrivé. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors effectivement, cette année tu rentres en championnat. Alors dites-nous tout vous. C'est championnat European Talent Cup, ça va faire la 3e année que je fais ce championnat. Donc c'est européen avec les meilleurs pilotes du monde ou ceux qui vont devenir les meilleurs pilotes du monde. Donc voilà. Alors tu es rentré dans une team qui s'appelle BRS, c'est ça? Oui, c'est la Bresson Racing School. Ouais, voilà, effectivement. Ça. C'est une genre d'école de pilote, c'est ça? Ouais, si tu veux, c'est Jando, c'est quelqu'un que je connais depuis plus de 10 ans, puisqu'il a cette école-là, à l'époque où nous, on avait notre école sur Fréjus avec la Race Experience School et Sébastien Gimbert. Et derrière, lui, il avait donc justement fait cette école-là, et comme il est dans le centre de la France, il est dans la périphérie de Lyon, puisqu'il est basé sur Villefranche-sur-Saône. C'est quelqu'un, et puis il est diplômé d'État, il est prestataire pour la fédération, puisqu'il encadre, si tu veux, dans le collectif au niveau national. Tu as 2 catégories, tu as la catégorie mini OGP, donc c'est les petites roues, c'est 10 pouces, maintenant c'est passé à 12 pouces. Donc lui il encadre et il performe ces jeunes dans cette catégorie-là. Il y a un téléphone qui fait que vibrer depuis tout à l'heure, là, je sais pas ce que c'est, on l'entend en tout cas dans les casques nous. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Une chaise, tu crois? D'accord, ok. Oui, on l'entend. Ouais. C'est Doudou qui est trop lourd sur la chaise, c'est ça? Excuse-moi, il bouge pas, Doudou. C'est Doudou qui est trop lourd sur la chaise. Il croyait qu'il allait combattre ce samedi. Non, j'ai fait le régime. Il n'y avait pas de poids lourd. Donc je disais, donc si tu veux, BRS, donc c'est une école qui est basée avec Jando, qui est le team manager et le propriétaire de l'école, qui est prestataire pour la fédération pour encadrer les petites catégories en mini OGP. Et donc ça fait plusieurs années qu'il a aussi un team BRS puisqu'il accompagnait des pilotes en championnat espagnol et en championnat de France. Et là, il y a 2 ans de ça, il a fait une wildcard avec un jeune pilote qui a été champion, qui est Gabriel Pio, qu'il avait invité à faire une pige, ce qu'on appelle dans le jargon une pige, c'est une wildcard en championnat international, dans le film Junior GP. Et voyant donc ce qui se passait, et puis que le petit, après un titre national, voulait passer un gap au-dessus, c'est là que nous, on a un petit peu discuté avec lui et que... On a signé un contrat et le team s'occupe de Mathias pour tout ce qui est logistique, accompagnement, etc. C'est un team avec quand même un beau palmarès, ça, je vois, puisque tu m'as envoyé les infos. 41 podiums, 38 victoires, 4 championnats de France, 2 vice-champions de France. Donc c'est tous les pilotes qui sont passés par ce team, effectivement. Une grosse équipe. Qui a pas mal d'expérience, surtout dans le monde de la compétition. Et aujourd'hui, donc Gabriel Pio et Mathias Rostani sont les 2 pilotes, on va dire, pas phares, mais dans la catégorie reine qui est l'antichambre du MotoGP. Tu es le plus vieux, Mathias, de l'équipe. Ouais, effectivement. C'est ça. Et le plus vieux de l'équipe, plus grand et peut-être plus vieux du championnat aussi. D'accord. Du coup, tu es un petit peu malgré toute l'équipe qu'il y a derrière, parce que je vois 14 ans, 11 ans, 12 ans, 12 ans, 15 ans. C'est toi le plus âgé, 17 ans. Ouais. Tu es un peu leur chef de file, un peu leur mentor aussi ou pas? Ouais, moi je partage toujours un peu les apprentissages que j'ai appris un peu dans ma jeune carrière. Donc ouais, si je peux leur donner des conseils, c'est ce que je fais à chaque fois. Donc, voilà. À part le jeune Paul Oliva, vous avez tous des titres de champion de France, je vois. À part, il y a Ethan qui a un titre de champion de la Ligue Normandie, mais tous les autres, les 4 autres, puisque vous êtes 6 dans la team, vous avez tous un double titre de championnat de France. Vas-y, rentre mon cher Mika, voilà, l'équipe arrive, ça grandit petit à petit. Dans la team, tu as 4 pilotes qui font le championnat de France, puisque le championnat a démarré ce week-end au circuit Bugatti, donc au Mans. Là, ça c'est le côté championnat de France. Et après, il y a 2 pilotes qui composent le team en championnat international, Gabriel et Mathias. D'accord. Tu n'étais pas du coup sur cette... Ben non, tu n'étais pas sur cette course. Il était à la buvette. Oui, effectivement. Il travaillait ce week-end. Il a bossé pour son association. Son association. On en parle aussi de cette association. Alors, l'association de tes fans de maths. Ouais. C'est ça le nom de l'association, Fans de maths. Voilà, c'est ce qu'on a créé par rapport à la demande. Et c'était une façon aussi de pouvoir permettre de contribuer et d'apporter un plus au niveau. Bon, parce que nous,
À la différence d'un boxeur où, je veux dire, en équipement, je veux dire, c'est pas trop onéreux. Ce qui va peut-être leur coûter cher, ça va être les déplacements. Quand il faut partir en Thaïlande, peut-être s'entraîner ou faire le tour du monde pour préparer des combats. Ça mange pas beaucoup un boxeur comme ça, c'est ça que c'est vrai. Et en plus, voilà, il faut qu'il soit hyper sec, hyper affûté. Donc, si tu veux, c'est vrai que c'est des sports qui sont moins onéreux que les sports mécaniques. Donc, la contrainte pour qu'on puisse évoluer. Donc, en France, Mathias n'est pas isolé, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes pilotes qui sont très talentueux, mais malheureusement, c'est des jeunes qu'on n'arrive pas à avoir ou qui percent pas, parce que malheureusement, l'aspect financier est une tâche très très lourde et très compliquée, donc surtout dans le monde économique dans lequel on vit, aujourd'hui, attirer des gens autour de soi. Donc du coup, l'idée du fan club de maths, pour pouvoir apporter des adhérents, donc j'ai une personne qui est Alain Perlez, qui s'occupe du support du site internet. Il va nous raconter tout ça après. Voilà, hein. Donc ça après derrière justement c'est quelque chose qui nous permet justement de pouvoir faire rentrer aussi des fonds dans son association pour couvrir une partie du budget sur l'année. Tu sais, une idée, je profite que je vous ai Doudou et Irak, tu sais combien à peu près coûte un budget d'une année, le budget 2025 pour une saison? Allez, donner un ordre d'idée d'un budget. Moto. Je dis 100 000 euros, 80 000 euros. Ouais, bravo. 117 000 euros. Je te prends comme manager. Voilà, bravo. Non, c'est bon. 117 000 euros pour une saison, t'imagines? C'est très très cher. En jeune MotoGP, jeune. Donc et là, on n'est que dans l'antichambre du mondial. Si vous montez un cap au-dessus, même dans son championnat, si on est dans le film Junior GP, c'est le mondial. Avant d'accéder au MotoGP, on est sur des budgets à 230, 240 000 euros. Mais c'est combien de motos? Alors nous cette année on a une moto pour l'entraînement qu'on garde, qu'on prépare. En fait c'est des motos qu'on achète qui sont d'origine et nous on doit rajouter dessus des boîtiers, de l'électronique pour avoir ce qu'on appelle les datas, c'est des courbes qui nous disent ce qu'on fait bien, ce qu'on fait mal, les freinages et ce qui aide à régler la moto. Donc il faut qu'on achète ça, qu'on prépare la moto aussi pour les entraînements et on prend aussi une moto pour la course, c'est-à-dire une moto qu'on prépare que pour la course avec l'entraînement, avec le moteur à l'intérieur préparé, révisé pour toutes les courses. Et donc c'est un budget. Donc, du coup il y a deux motos. On a deux motos. Alors regarde, je te la fais vite fait. Moto de course 15 000 euros, moto d'entraînement 7 000 euros, préparation moto 8 000, les pneus 10 000 pour la saison, équipement pilote 7 000, pièces pour les motos 10 000, l'entraînement 20 000 euros, les mécaniciens 6 000, l'ingénieur 4 000, frais de déplacement 20 000, restauration de la team 5 000, la licence 1 500 euros et les frais d'inscription sur les courses 4 000 euros. Donc tu arrives à 117 000 euros, c'est impressionnant. Ouais, ça monte vite. Et c'est un budget minimum. Un exemple, Mathias part depuis la trêve, il part minimum une semaine dans un centre espagnol, en centre de perfectionnement qui est multisport, qui le prépare avec des pilotes de mondial justement tels que Vignales. Ben, ce centre-là, je veux dire, c'est des déplacements où minimum c'est 2005-3000 euros la semaine. Alors il est pris en compte, mais bon, quand vous voulez envoyer votre enfant pour qu'il se prépare, je veux dire, ça plus les entraînements en France, imaginez-vous le budget, et là on n'est que dans la phase d'intersaison. Un budget, un week-end, c'est minimum 8 000 euros. On a 2500 euros de budget pneus pratiquement par course. Et ça vous impressionne? Oui, c'est grave. Mais c'est quoi? C'est les sponsors? Ce qui nous aide déjà... En partie équipement, on a de la chance d'avoir des bons sponsors, donc Choi qu'on essaie de représenter un maximum parce que l'aide qu'ils nous apportent c'est énorme. Donc j'ai de la chance d'avoir 3 casques à l'année Choi. Après on a aussi une bonne réduction sur les combinaisons, on a pratiquement moitié prix sur toutes les combinaisons. Et bottes pareil. Et après on a des sponsors extérieurs, par exemple beaucoup de la famille qui prennent leur entreprise pour nous aider à payer l'année. Et après aussi comme on fait c'est là ce que tu vas présenter ce soir effectivement. Voilà. On a réussi cette année à faire avec papa, on allait voir des restaurateurs et moi j'ai donné une recette par exemple de burger ou de salade que j'aime manger, que je mange, qu'on a appelé du coup la manetta, qui est on va dire comme le coq noir, c'est pareil, voilà. C'est son nom de scène. Et donc on a appelé les salades et les burgers comme ça, donc dedans il y a tous les ingrédients que moi j'aime manger. Et du coup chaque achat 2 € est reversé à mon association et m'aide un peu pour l'année. Magnifique.
Tu vois. Alors on diffusera, ce soir j'ai pas mis à l'antenne, mais on va le diffuser sur les réseaux dans les jours qui arrivent. En fin de compte, tout ce qu'il nous présente ce soir, la Manetta et son club de fans, fans de maths, avec comment l'aider, quoi, en fin de compte aussi, voilà. Comment contribuer parce que c'est tous des petits 2 euros qui s'additionnent, qui font des milliers d'euros et qui à l'arrivée l'aident pour cette saison, parce que la saison elle démarre en mai là. Là c'est dans un mois, c'est le 1er mai, on part à Estoril au Portugal. Donc là, même pour donner une idée, je veux dire, en dehors de ça et l'accompagnement direct de certains commerçants mentonnés et qu'on remercie ce soir, ça fait 3 ans qu'on fait ce qu'on appelle des calendriers. Ça, c'est une idée des enfants. Ouais, c'est comme les pompiers. Voilà. Quand ils sont venus à la maison. 3 ans qu'on a eu l'idée avec ma sœur, on s'est dit, tiens, il y a les pompiers qui viennent nous voir et qui nous toquent à la porte tous les jours. Et pourquoi pas nous, en fait. Et c'est donc qu'il a fait un calendrier avec des photos de toi. On a fait un calendrier où il y a un peu des photos de moi. Et où en bleu, on a mis les dates où quand je pars en course, comme ça, s'il y en a qui sont intéressés par le projet, comme ça ils peuvent regarder. Ça vous tourner. C'est pas une bonne idée pour le RAC, ça. Qu'est-ce que t'en penses, calendrier? Les gens, ce qui se passe, c'est qu'ils donnent. Voilà, c'est-à-dire, tu leur demandes de l'argent, mais d'une manière avec du tact. Amusant, mais en boxe, on sait pas quand on combat. Non, mais il leur faut un budget. Par contre, lui, en fonction du budget, je pense qu'il peut faire comme nous, parce que nous, c'est pareil, on n'a pas des budgets élastiques. On peut se permettre de programmer des déplacements, des entraînements en fonction des fonds de ton budget. Alors, nous, on cale un budget sur l'année dans l'idéal, mais après, le budget, malheureusement, il y a des pilotes qui arrêtent parce qu'ils n'ont plus les fonds pour finir la saison. Bon, après, nous, on a un engagement contractuel avec le team. C'est-à-dire que nous, on s'engage financièrement parce que le team compte sur nous. Mathias, malheureusement, s'il se blesse, les frais de déplacement du team, même si Mathias ne roule pas, je les supporte parce que le team est basé pour le pilote. Sauf s'il y a un pilote, c'est comme un boxeur, s'il y a un pilote qui le remplace, là, à ce moment-là, on dépense rien. Mais si le pilote n'est pas remplacé, la structure, avec les ingénieurs, avec les mécaniciens, avec les coachs, puisque nous aussi, dans notre sport, on a besoin de coachs qui sont des pilotes professionnels qui font du bord de piste. Parce que le pilote, en dehors des datas, comme il disait, c'est une prise d'information qui est hyper importante. Et bon, moi, je ne sais pas du tout les lire, mais il y a des gens spécialisés. Ça coûte automatiquement cher et c'est des éléments qui sont primordiaux aujourd'hui. Surtout, c'est comme toi, quand tu faisais du national ou de la ligue, c'est un niveau. Là, quand tu rentres dans le mondial ou l'international, tu te rends compte qu'il faut être plus fort et apprendre des choses. Ouais, comme il a dit Maxime, c'est au début, quand tu commences petit, il y a le talent, il parle. Et après, au fur et à mesure des années, il faut plus s'entraîner, plus travailler. Plus professionnel. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Il s'est passé la même chose que quand tu parlais de ton parcours, j'ai retrouvé Mathias. Pareil, quand tu combattais dans des catégories inférieures, entre guillemets, sans prétention, tu étais assez à l'aise, peut-être en étant moins préparé. C'est ce qui s'est passé pour Mathias aussi. Il était jeune, il avait 12 ans, 13 ans, 14 ans. Il est rentré, il a été champion de France en 2021, il a été champion de France en 2022. Et grâce à la fédération qui nous a permis d'accéder à l'élite en wildcard. Il avait des gens qui étaient encore au-dessus de lui. Là. Ah bah attends, quand tu arrives là-bas, je veux dire, moi, même si je suis son père, je veux dire, tu viens de gagner 2 titres, tu dis mais je suis meilleur que tout le monde. Ouais. Quand tu arrives à l'international, que tu as 19 nationalités et que tu prends ce qu'on appelle dans notre métier des fessées, parce que avant tu bagarrais pour le top 5, là tu te bagarres pour pas être dernier. C'est-à-dire que les mecs qui sont devant, ils roulent 4 secondes plus vite que toi, alors qu'avant c'était toi qui faisais ça au niveau national. Donc là je pense que c'est très bien, je pense, pour le moral d'un sportif, pour redescendre, mettre les pieds sur terre et dire attends, ok, donc là il y a des choses que j'ai pas compris, et on s'équipe, on prend les bonnes personnes pour pouvoir se préparer, pour pouvoir justement aller les titiller. Et c'est ce qui se passe depuis 3 ans. C'est comme tu as dit par exemple avec ton combattant, t'as vu que, même si t'as gagné, t'as vu qu'il avait beaucoup plus d'expérience que toi, du coup t'as gardé une certaine humilité. Nous c'est pratiquement pareil, sauf que nous on gagne pas quoi. Mais on va, alors, on gagne pas, mais on va gagner. Objectif d'ici 2027, c'est champion d'Europe. L'objectif, parce qu'il a un objectif, le petit Mathias. Avant il s'est mis avant 2027, d'ici 2027, champion d'Europe, donc de MotoGP. Effectivement, donc ça aussi c'est bien préparé. Donc on va féliciter Valérie Paul qui t'a fait le logo, la Manetta, qui te fait un petit peu toute la PLV. Effectivement, Valérie, on a reçu la semaine dernière ici. Elle est extraordinaire. Voilà, extraordinaire. Juste avant que tu cites un petit peu tout ce que je vais citer les sponsors. Effectivement, la famille, les amis. Tu as dit le Motoclub de Sospel, Motosport, avec qui tu es le président, je crois. Et ouais, depuis bientôt 20 ans. La Fédération Française de Motocyclisme, RST, c'est l'équipementier, c'est celui qui fabrique les combinaisons sur mesure. Mecasport, Esso Roquebrune, Puro Piacere et Team MB, c'est les mêmes qui suivent notre cher. C'est la famille.
C'est la famille. C'est la famille. Effectivement, j'aurais pu le mettre tout à l'heure. Les Rapides du Cap, bien sûr, avec Sandra Père, l'A2SE. A2SE, c'est une entreprise avec Bouti Sécure qui est basée sur Toulouse. C'est le parrain, tu vois, la famille, c'est le parrain de Mathias. La Fondation Cédric et Christophe Lojac de Monaco. Ça, c'est important, ça. Parce que c'est une fondation, justement, où la famille, quand il y a eu le décès des enfants, on crée une fondation pour venir en aide, c'est sur Monaco, aux sportifs qui sont justement dans le besoin d'assouvir un certain budget. Et donc, depuis 2 ans, grâce à la famille Flojac, justement, Charles Flojac, son épouse et toute leur équipe, Mathias est accompagné pour pouvoir rouler, je pense, sous les couleurs de cette famille-là. Et c'est quelque chose, en dehors de l'accompagnement financier, pour nous, qui nous touche beaucoup. C'est important. Le Crédit Agricole de Sospel, le Crédit Mutuel de Menton, YCF, AC Désigne, Sarles Mazières Pensier, Trait de Caractère qui t'a fait le logo, Starbucks 06 et Californie Moto. Voilà une partie de des gens qui te suivent et qui t'aident. Ils sont pas très brefs. Voilà, mais on a, voilà, je connais beaucoup de monde dans le milieu et on a la chance d'avoir un soutien en Jalbert Moto à Roquebrune. Jalbert, oui, voilà, donc ce sont tous des établissements qui sont là et qui nous accompagnent. Donc voilà. Durance Nettoyage aussi, pardon, j'en ai sauté quelques-uns. Qui sont des pilotes du club sur Sisteron, donc voilà. On a la chance. Et les commerçants du marché de Menton. Ouais, alors, qu'est-ce qui arrive ? Il y a une soirée qui arrive là, une soirée que tu vas faire à la Mandibule. Oui, alors le 11 avril, le soir du 11 avril, il y a une soirée de présentation de mon team. Donc c'est un vendredi soir. Voilà, c'est ça. À partir de 19h. 19h, ça va se passer à la Mandibule. C'est un apéro coordinatoire. Tout à fait. Avec de la musique, avec tout ça. Donc, et les gens vont pouvoir venir. Donc, ça coûte 30 €. Et tu as une partie qui va être reversée. L'établissement nous accueille chez lui. Donc, Jérôme et toute son équipe de la Mandibule nous accueillent justement pour cette soirée de prestige justement au niveau de l'association de Mathias. Et derrière, en versant les 30 €, donc vous accédez au buffet avec une animation. Il va y avoir une rétroprojection, une tombola du parcours, voilà, une tombola comprise dans les 30 € où chaque personne aura un ticket de tombola. Il y a un casque de la saison de l'année dernière de Mathias qui est à gagner, qui coûte plus de 1 500 €, qui est personnalisé. Il y a des partenaires locaux qui nous accompagnent aussi. On a des tenues de pilotes de moto 2 du team Marc VDS pour ceux qui connaissent. Et puis c'est surtout l'occasion de se retrouver autour du verre de l'amitié, présenter, rencontrer, que les gens voient les anofiniados qui sont là, qui veulent voir un petit peu comment ça se passe. On va présenter. Il y a dédicaces, il y aura donc les dédicaces faites de Mathias, il y aura sa moto, la nouvelle moto, la 2025, qui sera certainement présentée avec ses nouvelles couleurs et son kit déco. Son nouveau casque certainement sera présenté s'il est terminé. Voilà, c'est surtout l'occasion. Pratiquement 3 semaines avant le début du championnat, de mettre un pied à l'étrier, puisque l'opération qu'on fait aujourd'hui le 11 avril sur Menton, on l'a faite il y a 15 jours sur Lyon, sur Villeneuve, sur Villefranche-sur-Saône, où le team est justement basé, où le team là a présenté tous les pilotes. C'est le team BRS, lequel que tu as rejoint. Exactement. La Manetta, c'est ton équipe, c'est ton association. C'est son surnom, c'est son mon surnom qu'une personne m'a donné en 2022, et depuis ça m'a toujours un peu tracassé dans la tête. Je voulais toujours le remettre, j'avais toujours cette idée de le remettre. Et cette année, pour avoir un peu une accroche, c'est ton logo d'association. Il récupère 2 choses cette année, son pseudo et le numéro 13, puisque Mathias est né le 13 décembre. Et ces 2 numéros lui ont fait avoir les titres de France en 2021 en mini-GP et 2022 en FSBK. Et là, il roulait avec le numéro, certes, de sa sœur, qui lui a porté chance, mais le 13 pour lui, c'est un numéro important. Donc on verra la carrière. Alors, premier Grand Prix, c'est le week-end 2, 3, 4 mai. Après, la saison dure de mai à novembre, avec un break en août. Il y aura un Grand Prix donc, en juin, 2 Grands Prix en juillet, un Grand Prix en septembre, un Grand Prix en octobre et 2 Grands Prix en novembre, ce qui fait, si je compte bien, une dizaine de Grands Prix. Non, 7 manches, il y a 7 Grands Prix. Et première fois que ça existe. Première fois que pour le championnat, il y a une manche en France, à Manicourt, en juillet. Pour le premier week-end le déplacement coûtera un peu moins cher. Nevers-Manicourt, donc c'est un circuit réputé puisqu'il y a eu des manches mondiales. Et donc sur ce circuit-là, la Fédération française de moto accueille le FIM Junior GP, puisque pour ceux qui connaissent un petit peu et ceux qui ne connaissent pas, la Dorna, c'est le promoteur de notre championnat, c'est celui qui est promoteur du MotoGP. Donc on va essayer de tout mettre en place et d'aligner les planètes pour que déjà dès le début de la saison à Estoril, puisque on pourra donner un petit peu des lieux, on se déplace au Portugal, en Espagne et en Italie et en France. Donc cette année, voilà, avec ce Grand Prix de France, qui est pour nous l'occasion justement avec tous les jeunes pilotes, puisqu'il y a à peu près 8 à 10 pilotes français qui sont inscrits, puisqu'on a 55 pilotes permanents dans ce championnat. Il y a à savoir que seuls les 30 meilleurs participent au final.
D'accord. Et c'est retransmis sur les chaînes YouTube, sur le film Junior GP. Donc si vous pouvez, si vous souhaitez suivre le championnat tout au long de la saison, en vous connectant. Alors moi ce soir je mettrai en ligne effectivement l'objectif, là, ton flyer objectif moto champion d'Europe. Voilà. Donc il y a un QR code à scanner. Et en scannant ce QR code, on peut te suivre et t'aider, c'est ça effectivement, hein, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe ? Le QR code vous fait accéder à la page de mon fan club. Et après dessus, il y a la possibilité de mettre, si vous voulez, un peu d'argent pour m'aider pour la saison. Et après, sinon, il y a plein de liens où ça me met vers mes réseaux sociaux. Donc rien qu'un abonnement, ça fait déjà. On va mettre ça en ligne effectivement pour que les gens. Et puis ça te permet de suivre justement il est réactualisé le site de façon à suivre ses performances et suivre aussi les partenaires qui accompagnent Mathias et de suivre en live quand il fait les courses, c'est retransmis sur la chaîne YouTube dès le dimanche 11h. Alors on a oublié de faire la photo tout à l'heure avec ceux qui étaient avec nous en première partie. On va faire les photos avec tout le monde avant de partir. On va mettre juste un titre de musique pour faire rapidement les photos et on va enchaîner dans quelques instants avec toute mon équipe qui est arrivée là et ça commence à se remplir. Il y a du monde dans le studio, vous avez vu, c'est du vrai direct. Est-ce qu'il y a des messages à passer? Alors rappelle un petit peu, donc il y a le burger à ton nom. Il y a burger, donc c'est chez Jules, c'est le food truck dans le Bourrigo. Voilà, et après il y a la salade à Iceberg Menton qui est dans la rue piétonne. Dans la rue piétonne. Et là on a rendez-vous chez Europizza à Roquebrune-Cap-Martin pour qu'il y ait la pizza La Manette. Vous y allez maintenant là? On va y aller après et on s'arrête en partant de votre studio, on s'arrête à l'Envol. Juste à côté, là, en dessous le parc, le mini-golf, parce que lui aussi veut faire la pizza. Donc on aura la pizza à la frontière italienne, on aura la manetta à la frontière monégasque à Roquebrune, et au milieu, une salade dégustation au top, la manetta chez Iceberg, et super burger chez notre ami Julien Scarponi, en plein milieu du Bourrigo dans son food truck. D'accord, génial. Alors est-ce que toi aussi, comme Rakib, t'as les pieds sur terre, t'as pas le melon? Non, pas du tout. Moi, je sais que. J'ai vu, je le dis, mais je sais vu comment tu étais simple. Après, faut pas avoir le melon, mais faut se convaincre soi-même déjà qu'on est le meilleur. Ça faut se le dire un peu parce que si on se le dit pas. Bien sûr. Si on se le dit pas, ça sert à rien de commencer une carrière ou de tout mettre de côté pour faire du sport en compétition. Et donc non, après moi cette année je suis déterminé. Je sais mes objectifs, je sais de quoi je suis capable. Donc on verra bien. L'avenir. Écoute, nous on te suit. Nous déjà on est là, puis c'est la deuxième fois que tu viens chez nous, je crois, deuxième ou troisième. Non, puis une chose, il faut quand même pas qu'il oublie qu'il a le bac. Ah, ça y est, là on y a dit. Course, il a parce que vous le savez peut-être pas, mais dans notre sport, on n'a pas de sport-études. Donc Mathias fait les études classiques à Pierre-Marie Curie tout en jonglant. Alors la chance, c'est qu'il a un statut de sportif espoir et tu dois avoir ça aussi. Ça permet, nous, dans le milieu scolaire, d'avoir une dérogation et que ce soit apprécié par l'établissement. Mais il n'y a pas de dérogation type, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aménagement. C'est-à-dire que quand il part une semaine, quand il rentre, il faut qu'il rattrape avec les potes, les professeurs et tout. Mais bon, on a la chance, on est très très bien équipé à Pierre-Marie Curie et il y a une très bonne prise de conscience. Et merci aux enseignants et à tout le staff qui gère tout ça et qui permet à Mathias de pouvoir être absent et rentrer et d'être accompagné. Ça, c'est top. Mathias, une petite question vite fait. Tu pèses combien? Moi, alors. Toi, tu cherches des boxeurs, toi. Attention, là, c'est moi son manager. Alors, dans ma catégorie, je pense que je suis pas le plus lourd, mais je suis le plus grand déjà, le plus âgé. Et on est obligé de peser le moins lourd possible parce qu'on a une certaine réglementation sur la moto. Mais il nous a pas dit son poids. Oui, j'y arrive. Où en fait, on a un poids minimum sur la moto et à partir du moment où tu dépasses ce poids, c'est tant pis pour toi, quoi. C'est-à-dire que tu perds en vitesse de pointe et du coup moi là je fais 61 kg. Donc il faut pas que tu dépasses, on va dire 63. Il n'y a pas de kilos à dépasser, mais il faut être le plus léger possible. Quoi. Tu fais 100 kilos sur la moto, elle a du mal à les tirer. Plus effectivement, c'est pas comme au rugby d'ailleurs, qu'on va accueillir notre rugbyman. Mais je te dis ça parce que tout à l'heure il y avait l'histoire de la pizza. Non, mais moi c'est pas pour moi. non. Est-ce que vous savez est-ce que tu as noté tout ça? Pourquoi à l'Ariane il n'y aurait pas des pizzaios qui feraient la pizza le rack et tout ça? C'est des idées à prendre, les gars. Mais ça c'est une idée qu'ils viennent de vous montrer. Non mais alors, c'est une bonne idée. Pour info, tu vois, je veux dire quand on parle de voir large, c'est son team parce que sur la périphérie de Lyon, il a justement un papa qui tient un commerce et il me dit viens on va manger un 444. J'ai dit c'est quoi? Mais il me dit c'est le sandwich de mon fils et en fin de compte il a une boulangerie
pareil, qui accompagne son fils. Je dis, tu sais, les idées, elles sont toujours bonnes à être prises. Mais exactement. Et je suis arrivé ici et puis bon, voilà. Ça te fait quoi d'avoir, les amis, ça vous fait quoi d'avoir à table quand même un champion de Méditerranée WBC avec une ceinture comme ça? Ça fait combien de ceintures, mon cher? Tu les commences à les collectionner, hein? En professionnel, c'est la deuxième. Ouais. C'est beau. Et en amateur, c'est 2 aussi. 2 en amateur aussi. Tu as été accueilli comment quand tu arrives à l'Ariane? Je profite avant. Il était 4h du matin. Vous avez fait quoi avant? Oui, c'est vrai que tu as mis 2 heures pour pisser. Antidopage, c'est ça. Alors moi je l'ai attendu pour lui dire au revoir, mais au bout d'un moment j'ai abandonné. Je devrais croire. Ils ont tous abandonné. Parce que donc tu es parti, à quelle heure ils ont fermé là? Vers 4h du matin. Hein. Oh, on est parti tard, hein, parce que moi j'ai fermé avec Max. Je veux dire, il a fini son test antidopage. Le temps de finir de ranger, on est parti, c'était 3h10 tôt. Alors ça dépend, parce qu'il y avait l'heure. Ouais, c'est ça, 3h30, pardon. C'était 3h15 de l'ancienne heure. Donc on est parti, c'était 4h15. D'accord. Oui, parce qu'il y avait un décalage horaire. On n'a pas gagné une heure, on a perdu une heure. Donc en fin de compte, nous on est rentré, c'était 5h30 de la nouvelle heure. Je dormais, je te rassure. Mais il a perdu ses kilos comme il nous avait dit qu'il perdrait. Hein. Ah oui. Tu t'en rappelles, oui, il en avait trop. Alors c'est marrant parce qu'à la pesée, il y avait quand même pas mal de boxeurs qui étaient au-dessus du poids. Hein. Et alors ça a été. Vous voulez encore une petite anecdote avant qu'il nous quitte? Son boxeur espagnol avait 100 grammes de trop. Ouais. Il a été derrière le rideau, il a été pissé, il a enlevé le slip, il y avait 100 grammes de moins, c'était bon. Sinon, il n'était pas au poids. Pour 100 grammes. Ah, c'est ça, c'est comme Effectivement, il est parti derrière le photocall. Il a été pissé, il a enlevé le slip, il était au poids. Voilà. Pour en revenir à ta question, c'est toujours excitant d'accueillir des champions. Des champions, moi c'est vrai, on a de la chance. Hein. Quand on aime le sport avec un grand S. Ça, donc moi je suis fan de tout. Alors plus de la moto parce que c'est notre sport de prédilection, mais et puis il vient que chez nous. Et voilà, puis en plus c'est du coin, c'est d'ici. Je veux dire, il est pas loin, il a quelqu'un qui s'occupe de lui, qui le met en avant par rapport au gala. Et il s'en occupe très bien, je pense, Maxime, accompagné de Doudou, qui s'occupe, comme je disais, plus de la partie sportive. En tous les cas, je veux dire, on peut être fier que dans notre département et sur notre ville de Menton, on a des événements qui sont top, avec des sportifs au top, et qui touchent bientôt l'étoile du doigt. Donc, en tous les cas, c'est... Alors, j'avais vu passer, c'était un pizzaio mentonais qui a lancé l'idée de faire une nuit des sportifs mentonnais. Et à Menton, mais ça ne pourra pas être fait pour l'instant parce que comme on va rentrer en période d'élection, on ne peut plus organiser de nouveaux événements donc, jusqu'aux élections. Ça, c'est une règle électorale. Donc toute municipalité peut faire des événements qui existaient déjà, mais ne peut pas inventer de nouveaux événements. C'est dommage. Ouais, c'est comme ça, c'est la règle. Par chance, il y a des gens qui ont envie d'organiser. Donc il faudra le faire après les élections, donc en fonction. On espère être encore dans le monde de la compétition. Il y a de la nuit des sportifs mentonnais, parce qu'il y en a quand même des sportifs avec de haut niveau, il y en a beaucoup. On a Théo Andan, on a Nathalie Roa qui était championne du monde de karaté, on a le jeune Mathias, des champions, il y en a quand même quelques-uns chez nous, donc tant qu'à faire. Et puis on ferait venir, puisque tu as dit que tu étais mentonné de cœur. C'est ça. C'est ça. Menton lui réussit. Est-ce que depuis... je vais vous laisser partir parce que je vais enchaîner avec mon équipe. Tu as oublié quelque chose. Il y a mon neveu qui est champion de France de karaté. D'accord. Ah voilà, tu l'as oublié. Et ton neveu, est-ce que vous... Non, ça, je ne savais pas, champion de France de karaté. Oui. Et le petit, ton fils qui est acteur de cinéma qui a tourné dans les Tuches 4. Les Tuches 4. Alors regardez bien la photo dans les Tuches 4, la photo de l'affiche. Il y a un petit bouclé, un petit black bouclé, qui est le fils de comment il s'appelle, de Stéphanie Tuche. Ouais. C'est son fils. Voilà, donc là, effectivement, c'est le tien celui-là. Ouais. Pour ça, on a un petit truc quand on se voit, c'est des frites. Des frites. Voilà. Couscous, tu as mangé un couscous depuis? Depuis, non, pas encore. Toujours pas encore. Non, tu n'as pas compris. Ils le préparent et on est invités. Ils ont dit ça. On est invités. Exactement. Alors, vous êtes tous invités. Dédicace à celle qui fait le couscous. Elle s'appelle, rappelle-moi, c'est Sana. Je lui fais un gros bisou à Sana. Dédicace à Sana parce que c'est la reine de couscous. Non. C'est une adhérente. D'accord. Une petite. Pas petite. Super géniale. Mais elle est géniale. Écoute, effectivement, tu es d'accord Elle fait des méchants couscous. Ouais. J'amènerai ce qu'il faut pour accompagner le couscous. La tradition. Ça va. Mathias, on va vous laisser partir. Merci en tout cas d'être venu. Tu sais que voilà, tu renvoies des messages, tu viens quand tu veux, de temps en temps. Tu viens faire partie de l'émission sport. Nous, ça nous fait plaisir. Tu n'es pas obligé de venir avec papa. Ouais, pas trop. Mais voilà, la porte est grande ouverte. Regarde, maintenant on va récupérer les 4 de mon équipe. Ils sont tranquilles ce soir, ils vont un peu plus parler, on a le temps. On n'a pas Thierry qui est à l'île Maurice. Je te dis ça au cas où ils les écoutent, on lui fait un clin d'œil. Il est à l'île Maurice là normalement, voilà. Qu'il en profite. Rack,
Bye bye, on vous laisse partir. Allez, ciao. Alors j'envoie un titre pour faire les photos avec vous deux, les photos avec tout le monde, on fait les photos et on se retrouve juste après avec tout le reste de l'équipe. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. Shame on you. Forget the kind of words and the kisses to jealousy. Crush your pride. I ain't got no satisfaction to see you cry. Burning the fire, calm the size. Before you make a move, just think it twice. Just first play and let the party started dancing with your harmony. Let's play and let the party started dancing with you, honey. You take my rook with your queen, but I'm the clever buff, you know why I mean. Have a lie, count his eyes, and before you make a move, just think it twice. Just first play and let the party started dancing with you, honey. Just first play and let the party started dancing with you, honey. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. On est toujours en direct ce soir ici dans le studio. Vous avez vu, puisque pour ceux qui nous suivent, qui sont en train de nous suivre bien sûr en vidéo sur la page Facebook Radio Fréquence Méditerranée, on est comme à la maison. Voilà, il y en a un petit peu de tous les côtés. Ça rentre, ça sort. Voilà, venez nous rejoindre. Vous êtes en train de nous écouter sur le DAB, le web, les applications. Venez nous rejoindre sur la page Facebook Radio Fréquence Méditerranée, puisque vous le savez, on fait de la radio-télé et effectivement, vous pouvez nous suivre et venir nous découvrir. Là, on récupère la totalité de l'équipe. Il en manque un, il en manque deux effectivement. Hein. Il nous manque Pascal. On lui fait un gros coucou à Pascal qui, son emploi du temps ne lui permet plus pour l'instant d'être avec nous. On espère le récupérer bientôt. Je vous ouvre les micros, les amis. Ça y est, vous êtes avec moi. Et on retrouve ce soir l'équipe avec Nathalie. Bonsoir Nathalie. Pardon. Oui, Nathalie qui est en Bonsoir. Essayez de le mettre dans le bon sens. Notre spécialiste rugby, il a de quoi il a beaucoup de choses à nous dire ce soir. C'est JB. J'ai toujours beaucoup de choses à dire. JB ce soir, on le voit. Ce soir, on le voit en version animateur sportif et demain, il sera avec le Rotary. Il y a 2 casquettes demain soir. Il va bien nous présenter l'événement Salon de l'habitat. Et notre jeune Nathan, pourquoi tu te rapproches, tu te colles de... mais ça c'est le derby, il sent qu'il se rapproche de la deuxième place. Ça va se friter, tu vois. D'accord, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, donc Nathan qui est avec nous ce soir et qui fais voir. Non, t'as pas de larmes.
Ça va. Et ça c'est dur ça. Et tu veux qu'on parle de Marseille comme ça rapidement ou quoi? Oui, bon, on va en parler. Vous inquiétez pas, les amis. Le Champions Project. Oui, bah, ça fait longtemps que j'ai pas eu le Champions Project. La seule bonne nouvelle que j'ai vu passer, c'est que ça y est, apparemment l'Arabie Saoudite s'est rapprochée de. J'ai l'impression que ça fait 10 ans, j'entends ça aussi. Non, c'est officiel. Au vu des transferts qu'il y a eu ces derniers mois sur Marseille, ils sont obligés. On le sentait venir quand même, non? Apparemment, les nouvelles, c'est que ça c'est en train de se faire. Ça va être vendu. Et notre cher Mika, qui est tout sourire. Ah oui, tout va bien. Bonsoir à tous. Voilà. Qui nous a ravi la 2e place. Tout à fait, oui. On verra d'ailleurs si ça va. Ils sont bien partis. On démarre tout de suite avec les résultats locaux, ma chère. Oui. Jolie demoiselle. Oh oui, demoiselle, j'adore. On va commencer par le foot, hein, histoire de changer un petit peu. Écoute, pas mal pour l'étoile. 6 victoires, 1 défaite, un match nul. Donc, bon petit week-end. Les U17 ont gagné, les U10, les U11, les U12, les U12B, les U17. Voilà, défaite du U14 et match nul pour les U15. Pour Roquebrune, 2 victoires, 2 défaites. Victoire des U14 et des U16 et défaite des U15 et U18. Pour le Rapide, 6 victoires, 3 défaites. Donc victoire des U15, U14, U13, U10 et U7 avec 2 victoires pour les petits bouts là, de 6 ans. Ça doit être Mimi. Ouais, c'est vrai, c'est beau. Le sport quand ça démarre. T'en as plein toi des petits au rugby toi. Toi t'en as une grosse... à l'école de rugby, oui. Ah, des babies jusqu'au U14. D'ailleurs, on va parler rugby avec les M12. Ah bah oui. Donc, qui ont fait un tournoi à Toulon et qui terminent 2e du tournoi. Ouais, Toulon Formation, c'est ça. Voilà. Le tournoi s'appelle comme ça. Donc, ils sont partis hier matin tôt, ils sont rentrés fin de journée hier. Et ils ont fait une journée tournoi Toulon Formation au stade de Bergue, qui est un gros complexe sportif à l'entrée de Toulon. Et effectivement, ça s'est plutôt bien passé. Ils ont affronté combien d'équipes exactement, je ne saurais pas te dire, mais en tout cas ils ont joué des clubs comme le Mourillon, la Valette, Sifour, qui sont des clubs de l'agglomération toulonnaise, des clubs qui forment énormément de jeunes. Et aller faire une 2e place là-bas, c'est plutôt prometteur pour une génération de U12 qui est assez nombreuse en termes d'effectifs. C'est des gamins qui sont au club depuis quelques années, qui se connaissent bien, il y a plutôt une bonne ambiance. C'est bien, c'est de bon augure. Ah, c'est cool. Voilà. Pour le rugby, on passe au basket avec les NF3 qui ont gagné en Isère contre le club des Terres Froides 48-49. Ça s'est joué à un point, mais apparemment elles se sont bien accrochées. Ouais, je suis content pour elles. Elles vont peut-être finir par se maintenir, effectivement. Ouais, donc ça a été une bonne nouvelle. Très tendu, mais bon, elles ont tout dépoté. Basket masculin, avec 8 victoires et 3 défaites, donc beau score dans l'ensemble. Et Monaco Basket, il n'y a pas de Thierry, c'est dommage. Il ne peut pas crier, il ne peut pas rager contre l'arbitre. Voilà. Ils ont gagné, non? Large victoire contre le Portel, 67-91. Mais ils ont gagné tous leurs derniers matchs là même. Ils ont gagné leur dernier match de Betclic aussi. D'Euro aussi, ouais. D'Euroleague. Ah oui. Ouais. Pardon. Donc voilà, c'est tout pour le local. Merci ma chère Nathalie. Oui. Non, juste petit rappel sur le local. Nice, pardon, non, pas du tout. Non, ça viendra après ça. Je voulais juste rappeler encore une fois la cagnotte pour les U15 du Rapide. Oui, c'était fini ou pas fini alors? Je sais qu'ils vont partir dans pas très longtemps. C'est mi-avril ou fin avril. Tu nous donnes l'info, mais tu nous donnes la moitié de l'info. Non, tu n'as pas le lien de la cagnotte? Je savais pas que tu allais en parler, mon cher. Si je peux me permettre. Tout à fait. D'après ce que j'ai vu, parce que pour en avoir parlé à l'un des parents hier, apparemment c'est bon, ils ont réussi à récolter ce qu'il fallait. Ils ont ce qu'il faut pour bien joué. Bravo. Ils ont ce qu'il faut pour partir à Milan. C'est très bien. Voilà, très bien. Avec le Rapide de Menton, donc il va faire ce tournoi avec les jeunes à Milan et on est très content pour eux. Ils étaient venus le présenter chez nous effectivement et voilà. Mais tant mieux en tout cas s'ils y sont arrivés. Voilà pour les résultats. On va parler de suite MMA puisqu'on va prendre le temps après de parler rugby et comme je sais qu'il nous quittera certainement un peu plus tôt comme d'habitude. Non, tu as encore un peu de temps. Ouais, mais tu as du temps ce soir, mais on va parler MMA. Donc un petit jingle. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. Tu voulais nous parler de la championne Manon Fiorot, exactement. Fiorot, pardon, exactement. Écoutez, là on est quasiment un mois de la plus grande échéance quasiment de l'histoire du MMA français. C'est Manon Fiorot.
notre combattante niçoise qui est donc la sportive azuréenne de l'année, qui se rapproche à grands pas de l'échéance de sa vie. Peut-être l'obtention de la première ceinture UFC donc en France. Pour rappel, Cyril Gane l'avait frôlé à 2 reprises contre Francis Ngannou et contre John Jones. Mais là, on a une nouvelle opportunité pour une combattante française d'obtenir ce titre. Elle sera donc opposée le 10 mai prochain à Montréal au Canada à la championne actuelle qui est Valentina Shevchenko, une combattante véritable légende de la catégorie donc des poids mouches de l'UFC chez les femmes et qui est donc qui vient du Kyrgyzstan. Et en ce moment, elle est sur une série exceptionnelle vu qu'elle a remporté cette trilogie contre Alexa Grasso. Elle s'est imposée donc et a conservé son titre. C'est une combattante très forte debout, complète, mais qui est redoutable notamment avec les poings. Et Manon, pour ce faire, elle a ramené les meilleurs sparring pour la défier. Et on a appris aujourd'hui une autre bonne nouvelle pour cette carte de l'UFC Montréal, c'est qu'il y aura Benoît Saint-Denis, que vous connaissez sans doute aussi, qui combattra sur cette même carte de Montréal. Ça vient d'être annoncé à 18h sur sa chaîne YouTube. Donc Benoît Saint-Denis, on rappelle qu'il sort de 2 défaites de rang contre Dustin Poirier et à domicile contre Renato Moicano à l'UFC Paris en septembre dernier. Et bien donc Benoît Saint-Denis qui a changé de coach entre-temps, qui est désormais avec Nicolas Hoth, entraîneur aussi de Nassourdine Imavov. Il connaît tous les noms par cœur. Donc Benoît Saint-Denis que vous... C'est pas des noms... Benoît Saint-Denis que vous connaissez, qui a crevé l'écran via ses incroyables performances, notamment contre Matt Frevola avec son KO, avec ce coup de pied devant Donald Trump, et aussi évidemment avec ce combat contre Dustin Poirier, où il a perdu, mais c'est l'un des seuls à avoir pris le dos de Dustin Poirier, et même il a fait rêver tous les Français, et même les fans du monde entier. Donc Benoît, il doit se ressaisir évidemment. Parce qu'il a chuté derrière quand même, fortement. Tout à fait, avec ces 2 défaites, et surtout pour ne pas dégringoler, sortir du top 15, et surtout, vous savez, un peu sortir des plans de l'UFC, vu que au-delà des performances, c'est... S'il perd encore, effectivement, ça va être fini. Voilà, son image et ce qui dégage ses valeurs font que c'est une superstar, même au-delà de l'Hexagone. Et donc voilà, Benoît Saint-Denis est officiellement de retour le 10 mai au Canada, et il doit absolument se relancer pour continuer à rester dans la course, peut-être au top 10. Toi qui es un spécialiste, tu peux nous dire où il en est, l'homme à l'aiguille dans le pied là, alors Cédric Doumbé, il n'a pas recombattu vu que non. Alors donc il a recombattu contre Jali Willis. Tout à fait. Il y a un peu plus d'1 an. Rappelez-vous le combat où il a perdu, ça fait plus d'1 an déjà. Non, il a recombattu après. Il a rebattu Jali Willis après, et contre Baïsangir Shamsudinov dit Baki. C'était il y a 1 an désormais. Déjà 1 an. Et c'était il y a 1 an. Oui. Le combat avec la plus grande médiatisation de l'histoire des sports de combat français, large. Sauf qu'entre-temps, Baïsangour Shamsudinov Baki, il est parti du PFL, vu qu'en fait, il était dans un seul. Son contrat était en one shot entre guillemets. Il n'avait qu'un seul combat programmé. Il est lié contractuellement avec l'ARES, la meilleure organisation française de MMA. Et donc, il doit, comme il a fait comme une mission intérim entre guillemets, il a fait un seul combat. Donc, il est retourné à l'ARES. Et donc, il n'a pas été libéré à nouveau pour pouvoir faire la revanche avec Cédric Doumbé. D'accord. Donc, Baïsangour Shamsudinov va donc affronter un combattant brésilien à l'ARES en mai. Il devait affronter le champion de la catégorie des moins de 67 kg. Ça ne s'est pas fait. Et donc, pour le moment, du côté de Cédric Doumbé, on n'a pas de nouvelles, à part qu'il a entamé une perte de poids. Et du côté de Baki, il y a donc ce combat officialisé, mais à l'ARES, attention, pas au PFL. Ouais, donc, 1 an après, aucune nouvelle officielle concernant une revanche entre Baki et Doumbé. Et en tout cas, le dernier combat de Doumbé, il a gagné ou pas? Oui, quand Jali Willis il est reparti de l'avant, il l'a emporté. C'était un bon combattant face à lui ou... Jali Willis, oui, en termes de ranking, de classement, c'était un combattant qui a offert une vraie adversité et qui n'était pas du tout un peintre ou quoi. Mais Cédric Doumbé l'a emporté par KO technique. D'accord. Et moi, ma question, elle est simple. C'est donc vous qui suivez de loin les sports de combat. Est-ce que c'est Manon Fiorot, dont vous connaissez maintenant, entre guillemets, le nom, si elle est championne, est-ce que ça vous donnera davantage envie de suivre les sports de combat et le MMA plus particulièrement? Alors moi, personnellement, non. Ok. Mais il faudrait que tu m'expliques pourquoi. Parce qu'en fait, le fait que ce soit une femme mais qu'elle fasse du MMA, ça suffit pas, entre guillemets. C'est le MMA. Après, je pense que c'est le sport qui doit pas l'attirer. C'est le sport. Le sport en lui-même, après, que ce soit un garçon ou une femme, pour moi, c'est... Enfin, voilà. Mais le fait d'avoir une première championne française de MMA, tu seras contente, mais ça donnera pas plus envie de suivre... Non, personnellement, non. On peut être content qu'un sportif française, et qui plus est de chez nous, sur la Côte d'Azur, atteigne ces niveaux-là. Mais on n'aime pas tous les sports. Moi, il y a d'autres sports de combat que je regarde pas non plus. Bien sûr. Après, effectivement, dans les sports de combat, je suis un peu plus boxe anglaise. Ouais. Après, effectivement, quand tu te renseignes un petit peu sur ce milieu-là, alors
j'occulte complètement la clandestinité de certains tournois ou combats. Hein. Aujourd'hui, je veux dire, c'est quelque chose qui s'est quand même professionnalisé, qui s'est structuré. Alors, ça reste des athlètes, ça reste du sport. Après, voilà, déontologiquement parlant, moi, il y a des choses dans le MMA et l'UFC qui passent pas. C'est la même chose. Moi, j'ai le même avis que. C'est quoi qui vous dérange encore? C'est les coups de coude? C'est qu'un mec KO, tu puisses aller le finir. Voilà, ça, je comprends pas. En fait, c'est quelqu'un à terre et il y a plus de dommages cérébraux en boxe. Tu le sais, ça. Peut-être. Mais c'est un sport qui correspond peut-être plus à sa génération aussi. Qu'on soit clair, en boxe anglaise ou dans les sports de combat type MMA, UFC. Les mecs peuvent finir gaga. On est d'accord. Mais une fois qu'il est à terre, tu l'achèves pas. C'est l'image que ça véhicule. Un mec, de la baston, il prend un coup, il est KO, il tombe par terre, que le mec puisse aller continuer à lui filer des coups. Ça, j'ai énormément de mal avec ça. Si l'arbitre se jette pas, mais ça s'entend clairement. Après, je veux dire, voilà, c'est des athlètes, c'est du sport. Il y a ce côté gladiateur, la cage. Voilà, gladiateur. Voilà, il y a ce côté gladiateur qui est. Bon, qui aujourd'hui plaît aux nouvelles générations. Je pense que tu résumes bien, tu as bien résumé. Ça colle à une génération. C'est un sport qui arrive, qui colle à votre génération, cette génération-là, un peu moins aux personnes de la nôtre, effectivement. Malgré qu'il y en a qui aiment ça. Moi, je rejoins exactement tout ce qu'il a dit. Il a très bien résumé, Jean-Baptiste. C'est ce côté un peu nos limites, un peu nos voilà. Et encore ça a évolué par rapport au début. Et encore ça a évolué puisqu'il y avait quand même beaucoup au début, presque on te disait que tu pouvais aller tuer le mec en face, quoi. Là aujourd'hui, ça s'est quand même nettement réduit. On a polissé un peu aussi cette image-là. Après voilà, c'est toujours pareil. Dans ce que tu regardes, tu acceptes ou tu acceptes pas. Voilà, exactement. Mais je vais pas aller jeter l'opprobre, je vais pas aller dire. Je vais pas être. Moi, je pars toujours du principe que quand tu n'aimes pas, tu regardes pas. Moi, je critique pas. Je suis pour la liberté d'expression. C'est plus une question. Est-ce qu'il n'y a pas un problème du coup au niveau arbitrage à ce moment-là? Parce que est-ce que c'est pas l'arbitre de juger? Parce qu'en fait, il y a des fois où le combattant ne veut pas abandonner. C'est un peu le problème du MMA. Est-ce que l'arbitre doit pas juger à un moment donné, ok, là, il est plus en capacité d'encaisser ou quoi que ce soit et de stopper avant que l'autre se jette dessus? C'est peut-être là le problème. C'est vrai que chaque semaine, il y a au moins une erreur, même dans la meilleure organisation mondiale, même à l'UFC. En fait. Il y a des fois des timings où c'est vrai qu'on se dit tiens, il aurait pu peut-être arrêter 3 secondes avant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce qu'en fait, c'est l'arbitre qui arrête le combat. Comme à la boxe, quand il tombe, il est compté. Donc au final, c'est arrêté tout de suite. Et c'est plus un problème, pas d'arbitrage, mais je pense qu'il y a peut-être une jauge à trouver. Parce que c'est vrai que des fois, certains combattants, je rejoins JB. Ultra violent. Je vois que le combattant n'est plus apte. Et il en reçoit encore 4-5. En boxe, si tu saignes, l'arbitre t'arrête. Il fait monter là. On a eu le cas ce week-end sur le gala de boxe. Si tu commences à saigner d'une arcade ou quoi que ce soit, que tu te le sens cool, l'arbitre arrête le combat. Comme en MMA. En MMA, faut sacrément être amoché pour que l'arbitre il arrête le combat. Non, mais regarde, si tu as une arcade ouverte, en MMA aussi, tu auras immédiatement une intervention du médecin. En tout cas, tu le présentes bien, c'est un sport que tu présentes correctement, donc effectivement, c'est un sport qui lui plaît, voilà. C'est un décalage de génération. Je pense que c'est. Moi, tu vois, je suis entre les deux et. C'est bizarre parce que moi j'ai quand même une attirance vers ce sport aussi parce que je trouve ça, moi le côté cage, le côté où on peut tout utiliser, où il n'y a pas trop de limites, on va pas se mentir. C'est du show. Moi j'aime bien, c'est du show mais le show c'est le catch pour moi par exemple. Non, là ça se donne des vrais coups. Le catch, même si les mecs c'est du théâtre, c'est tout à fait. C'est faux. Tout à fait. Mais t'as des vraies blessures à des moments. Ah mais je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Quand tu fais des acrobaties pareil, tu peux te blesser. Au MMA, à l'UFC, les mecs, c'est des athlètes, c'est des sportifs de haut niveau. Il y a de la stratégie, il y a de la technique. Ça, tu peux pas l'enlever. Après, voilà, il y a ce que j'ai expliqué tout à l'heure, où est-ce qu'on place le curseur dans la limite quand il y a un mec qui est touché, qui est KO. Je suis d'accord. Voilà. Et après, aujourd'hui, avec le succès que ça a, tu peux pas l'occulter. C'est pas possible. Non, oui, clairement. Tu peux pas dire à ceux qui aiment ça et aux jeunes, non, vous êtes des abrutis parce que vous regardez ça. Non, on regarde pas plutôt celui qui aime pas, il regarde pas. Exactement, exactement. Il change de chaîne. Moi, je pars du principe que quand t'aimes pas quelque chose, il y avait même, pour en revenir un petit peu à notre niveau à nous, télé ou radio, il y avait un personnage d'une émission qui a une chaîne qui a fermé et qu'on n'aimait pas. Moi, c'est pas quelqu'un que j'aime, du coup, je le regardais pas. Oui, tout simplement. Mais j'étais pas spécialement qu'on ferme la chaîne ou qu'on ferme pas la chaîne. Voilà, non, mais pour te dire. Oui, je te rejoins. Mais je me dis que quand tu aimes pas quelque chose, tu le regardes pas. Il y a des gens à qui ça plaît.
Est-ce que pour toi, du coup, moi je trouve que peut-être c'est ça qui est dommage aujourd'hui, toi qui suis beaucoup, ça reste encore compliqué à suivre. Bah, en fait, pourquoi parce qu'aujourd'hui, c'est quand même pas diffusé sur aucune grande chaîne, par exemple. Il n'y a pas Canal+ qui a acheté des droits ou Bein Sport. Pourtant, il y a un appel d'offres. Ça va arriver. Ça va arriver. Après, peut-être que pour toi, RMC Sport, c'est pas une grande chaîne. Du coup, comme ils ont plus le foot, ça sort de la zone d'intérêt. Complètement. Mais déjà, RMC, c'est solide. Oui, tout à fait. Mais après, il y aura un appel d'offres pour les droits de l'UFC en 2027. D'accord. Donc là, ça va arriver, peut-être. Canal+, ils ont créé une chaîne combat. Donc évidemment que les cartes vont être remises. Tout à fait. Non, parce que quand je vois Canal, par exemple, qui a acheté le paddle. Ah oui, les amis, 19h34, on va poser la question. Il est avec nous, je sais pas s'il est toujours avec nous, c'est Fabrice Ursini, c'est un fidèle. Oh, voilà. Ouais. J'aimerais bien qu'il mette son avis. Il y a Thomas aussi qui nous suit, Thomas Fonseca, les fidèles, c'est les fidèles de nos émissions. J'aimerais bien qu'il mette un petit commentaire sur la question que tu viens de poser. Tout à fait, oui, c'est intéressant. MMA, voilà. Mais les auditeurs, on vient de parler MMA, on vient de donner notre avis chacun un peu autour de la table. Donnez le vôtre aussi, ça serait sympa. On enchaîne. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. Reste jusqu'au bout parce qu'après on parle football. Ah mais justement j'allais demander parce que moi je dois partir à moins le quart. D'accord. Est-ce que je peux demander à JB exceptionnellement d'inverser, de passer au rugby en dernier? Tu sais, nous sommes des gentlemen. Bravo. Voilà. Ça y est. Allez, football les amis, football. Bon, rien change au niveau de... déjà. Alors, football, non, on va pas se friter. Alors, voilà. Mais il y a le commentaire de Fabrice, je vous le dirai dans quelques instants. Football, on passe au football. Effectivement, Paris il déroule. Sans problème, Paris a déjà 21 points d'avance sur le deuxième. Paris sont champions. C'est anecdotique. Non, si il y avait match nul entre Monaco et Nice. D'accord, mais je veux dire, ils ont 21 points d'avance. Oui, les mecs. 21 points. Il faudrait qu'ils perdent 7 matchs et des bonnes rostasses. Paris premier. On se pose la question si Paris terminera invaincu. Il reste 7 matchs. Est-ce qu'il terminera invaincu? Moi, je pense que oui. Ils ont l'effectif pour. Et ça sera exceptionnel quand même. Ils sont en passe de battre le record de Nantes qui avait fait 31 victoires d'affilée. Enfin, qui était invaincu pendant 31 rencontres. Voilà. Non, mais ils n'ont pas perdu de la saison, je crois. Non, ils sont invaincus. 21 points d'avance sur le deuxième et Monaco qui vient de prendre la place à une malheureuse équipe mais catastrophique. 3 matchs, 4 défaites d'affilée. 4 défaites d'affilée pour Marseille. Donc, c'est curieux, je trouve. Oui, on se pose la question parce que c'est curieux que cette équipe-là, avec l'effectif qu'il y a, ne réussissent pas mieux. Mais cette hargne qu'il n'y a pas. Là vraiment. Mais après, est-ce que l'absence de Holzberg n'est pas grandement parce que je crois que Holzberg est absent depuis. T'as l'effectif pour compenser sans lui. Oui, c'est ça qui m'étonne. Il y en a d'autres, exact. Moi, je suis d'accord avec toi. Il y a quand même un effectif qui devrait, surtout comme des équipes sans méchanceté, mais des équipes contre Reims ou quoi que ce soit, c'est des équipes que tu dois. Mais Reims, ils ont joué à 200%. C'est là où Reims qui n'avait pas gagné à domicile depuis janvier. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de vestiaire aussi? Parce qu'à la fin du match, quand Rabiot est interviewé, il y a toujours des. Il met les deux pieds dans le torpilleur en disant. C'est pas intelligent de sa part. Parce que si tu veux encore mettre un peu le bordel. C'est pas intelligent, ça dépend. Ouais, je suis d'accord avec JB. Parce que, autant je suis d'accord avec toi, ça peut déstabiliser encore plus la merde dans le vestiaire. Ou lanceur d'alerte. Ou alors ça peut réveiller du monde. Ouais. Ou alors ça peut provoquer aussi le genre de réunion où on met tout sur la table. Mais ce qui est pas plus mal. Alors il y a encore une chose qu'on découvre toujours à Marseille, comme d'habitude, c'est les supporters qui font la loi, quoi. Je veux dire en fin de compte, parce que quand tu les vois perdre 3-1 et qu'ils vont encore presque de se mettre devant les supporters et fermer à culpa. Bon après maintenant c'est de plus en plus. À un moment donné tu rentres au vestiaire et tu fais le canard, quoi. Je veux dire bon en tout cas, voilà, Marseille dans une très mauvaise pente. On se posera la question dans la tourmente, comme d'habitude. C'est clairement la crise. Dis-moi quand il n'y a pas la crise à Marseille. Et au-delà de ça, on a quand même du mal à trouver un deuxième solide pour le championnat et à trouver une vraie adversité. C'est quand même terrible, vous savez, même au niveau des droits télé. Déjà qu'on perd Mbappé, donc on perd en visibilité. Et là, en plus, quand tu vas en championnat, tu te dis, honnêtement, il y a le PSG et le reste. Enfin, là, aujourd'hui, même pas de deuxième solide. Moi, je pense que le classement qu'on a là, il est quand même assez révélateur du niveau des équipes des différents clubs. Je veux dire, pour moi, Monaco, même si Marseille a une belle équipe, reste l'équipe la plus solide derrière le PSG. Ah ouais. Quand tu vois moi je trouve que physiquement, en termes de vélocité, de densité physique, de niveau de jeu, moi je pense que Monaco a un niveau un peu plus élevé. Pas un petit peu de chauvinisme là derrière? Non, c'est pas du chauvinisme. Quand tu regardes les résultats, ça tient la route. Et encore une fois, samedi soir, Nice a énormément de réussite en première mi-temps. Je veux dire, il y a un péno arrêté par Boulka, il y a une barre derrière.
Et encore, Nice, sur la seule action qu'ils ont en première mi-temps, marque un but. Ils mènent à la mi-temps. Alors que quand tu vois la deuxième, contre le cours du jeu. Dès que Monaco a accéléré, c'était terminé. Et puis bon, une mention spéciale à, je pense, un joueur qui restera pas très longtemps à Monaco. Je pense que c'est Akliouche. Encore 7 matchs, je pense. Qui, très sincèrement, non mais voilà, tu mets Akliouche au milieu. Dès qu'il prend le ballon, c'est vrai que. Dès qu'il prend le ballon, il met tout le monde d'accord. Et puis c'est un impact player, vraiment. Mais moi, on en parlait en antenne avec JB. Ce que j'ai trouvé pour le coup admirable, c'est l'analyse de Frank Hayes à la fin du match. Mais elle est lucide. Qui est très Quand tu vois le deuxième mi-temps de l'OGC Nice, il n'y a rien quoi. Il n'y a pas de milieu qui est. Non, mais qui dit même, alors moi c'était même presque sévère, qui dit même quand je vois le match de ce soir, je me demande comment on fait être troisième. Bah ouais. Mais un peu, ouais. C'est vrai un peu. Et bon, moi je trouve l'expulsion de Dante sévère. Comment troisième, ils sont quatrième. Oui, mais quatrième. Oui, pardon. Mais surtout au vu du fait que vous vous rappelez, pendant un moment, il y avait 13 joueurs dans l'effectif. Clairement, oui. Okay. Il y a eu tu faisais avec 3 remplaçants et après c'était fini. Et donc avec ça, et déjà dans la discussion des places européennes, voire Ligue des Champions, clairement. Ça paraît quand même dingue de savoir que l'équipe était deuxième à la fin de la première mi-temps. Ça paraît quand même dingue au vu justement de la deuxième. Le contraste avec ce milieu de terrain qui m'a vraiment déçu, surtout même à la fin. Le dernier quart d'heure, il y avait que des ballons longs vers Guessant ou Laborde en remise. Il n'y avait même plus de jeu. Sur la majeure partie du match, tu vois quand même que l'OGC Nice a eu énormément de mal à sortir le ballon. Bah ouais. D'accord. En première mi-temps, en tout cas, en deuxième mi-temps, le jeu était pauvre. Donc vous voyez victoire méritée pour Monaco. Oui, on ne discute pas. Vous voyez Monaco aller au bout en deuxième place. Honnêtement, la deuxième place. Alors attention, Monaco-Marseille qui m'intéresse beaucoup. Non, mais cette fin de saison pour Monaco est compliquée quand même, parce que Monaco joue Strasbourg. Je rejoins Nathan ce qu'il disait parce que là, au Strasbourg final, qui est en train de rapprocher de l'Europe. Monaco, Marseille, Strasbourg, Lyon et Nice, je crois qu'il y a 5 points qui tiennent toutes ces équipes. Tout à fait. Donc tout le monde. C'est serré. Tout à fait. Mais sachant que donc pour finir que Monaco joue Lens, joue Marseille, joue Strasbourg, joue Lyon. Donc le calendrier sur les 7 derniers matchs n'est pas facile. Et si Paris perd 7 matchs, Monaco peut être premier. Non, mais ça. Et si laisse tomber. Et si la marmotte met le chocolat dans le papier. Change de rêve. Autant Paris sera champion, ça c'est, je pense, indéniable. Mais ça sera compliqué de prédire. Ce qu'il faut, c'est que Paris aille essayer de chercher la coupe aux grandes oreilles. Voilà. Et je pense que cette année, ils ont vraiment peut-être, pour la première fois depuis que les Qataris sont arrivés, ils ont l'effectif. Ils jouent Arsenal là. Ils vont aller au bout. Ils ont une équipe. Non, ils jouent Aston Villa. Ils jouent Aston Villa et si le Real c'est Real qui joue en demi, s'il passe Aston Villa. Et si le Real passe. Honnêtement, j'ai entendu dire qu'Akliouche pourrait finir à Paris. Oui, tout à fait. Oui. En fait, c'est le nouvel esprit Paris. Le Paris maintenant, ça achète jeune et ça essaye de former. Franchement, ils auraient dû commencer par ça. Parce qu'au lieu d'acheter des Messi, des Neymar, d'anciens grands noms qui te font beaucoup de merchandising, c'est bien. Ouais. Mais bon, moi, là, à Paris pour faire tout le mérite revient à Luis Enrique. Attends, t'as détesté Neymar à Paris? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait, Neymar? Qu'est-ce qu'il a fait? À part se rouler par terre. Par contre, je peux te dire qu'il a tendu la pelouse. Donc tu ne retiens que du négatif de Neymar à Paris? Parce que moi, je suis pas complètement d'accord. C'est pas des grands joueurs pour moi. Non, si, c'est des grands joueurs. Oui, mais ils sont pas arrivés à Paris pour leur image, si tu veux. Pour ces objectifs-là. Pour moi, voilà. D'ailleurs, après, on va lire, il rejoint, comme il s'appelle, Fabrice rejoint notre analyse. Pour moi, il y a le sport et il y a l'image que tu donnes aussi dans la totalité. Il n'y a pas qu'être super. Tu peux avoir un super beau sportif et qui est une tête de con en dehors. Pour moi, ça casse tout. Il doit y avoir la totalité. Moi, un Neymar, il était certainement un bon joueur, mais tout ce qu'il mettait à côté, se rouler par terre, faire ce cinéma, ça casse son image. Oui, en tout cas pour moi. Je pense pas que les supporters parisiens ne retiennent que ça. Mais les supporters parisiens, tu leur mets un âne sur le, ils sont pour comme d'autres supporters. Tu leur mets n'importe quoi dans l'équipe, ils sont aveuglés. Comme tout supporter d'équipe en général. Il les a emmenés en finale de Ligue des Champions, tu peux pas le renier ça. Non mais attends, la finale de Ligue des Champions contre le Bayern de Munich. Dans la bulle. Il les contribue aussi dans une année. Oui, le Covid. Pas de match aller-retour. Ou voilà, je veux dire ça peut se passer autrement. C'est une année spéciale. C'est une année vraiment spéciale. Mais après, Jean-Luc, extrémiste comme toujours. Parce que je te rejoins un petit peu. Neymar a eu une bonne année. C'est dur de retenir que du négatif. Je ne retiens pas que du négatif, mais moi, un personnage efface le sportif s'il n'est pas la totalité. Et franchement, l'équipe de cette année me fait beaucoup plus rêver. Exactement. Que l'équipe qui a pu y avoir avec Neymar, Messi. Tout le monde préfère voir un groupe que des individualités, mais on s'opposait pas à ça. Et la plus grand cadeau que peut-être, c'est ce qui permettra peut-être à Paris d'aller. Pourtant, je suis pas un fan de Paris. Mais on a enlevé Mbappé et en tout cas Paris joue beaucoup mieux depuis qu'il n'y a plus Mbappé. Attends, et je vais te dire, on va pas dire que c'est pas non plus la faute d'Mbappé. Non, on jouait trop sur lui. C'est comme à un moment donné,
on était trop sur lui, effectivement. Maintenant, tout le monde s'exprime. Moi, je vois pas la chose comme ça. Ça reste quand même une question d'âme. 19h43. Tu sens que cette équipe, elle a une âme. Voilà. Cette année, pour la première fois, ils jouent en équipe. On peut penser que le PSG a une âme. Ils jouent en équipe. Mais est-ce qu'aujourd'hui on prend Mbappé, on le met dans cette équipe, autant l'équipe cartonnerait tout autant, peut-être plus. Même. Si tu ne joues pas pour un seul joueur. Non, parce que les actions où Barcola fait la passe, est-ce qu'Mbappé il tirerait constamment? Oui, certaines, peut-être, tout à fait. C'est ça, tu viens de résumer, effectivement. Et puis en conférence de presse, à Luis Enrique, on ne lui demanderait pas comment va le groupe et tout, on lui demanderait comment va Mbappé. Oui, mais là où je rejoins JB, c'est que c'est certainement pas la faute d'Mbappé. C'est son image, c'est tout. Après, Mbappé, c'est un aimant, hein, je veux dire. Même à Madrid, c'est comme ça. Hein, avant que tu nous quittes, je te donne un petit peu quand même à Fabrice qui a répondu. Donc aujourd'hui, le MMA est beaucoup mieux encadré. Les arbitres arrêtent les combats plus vite. Après, il y a marqué Thomas. Perso, je suis pas fan de MMA. Je rejoins JB et Joël. Il y a pour moi cette image de combat de rue ou clandestin. Voilà, Danny the Dog. Il fait référence au film. Et Rabiot, par rapport à Rabiot, a tout dit à la fin du match. Ils ont vraiment pas envie. Ont-ils vraiment envie de la Ligue des Champions? Effectivement. Marseille. Non, il parlait de Rabiot, de l'intervention de Rabiot. Ça marche pour les deux. Oui, effectivement. Après, voilà. J'ai lu les commentaires parce que tu vas nous quitter, donc et on te remercie d'être venu. C'est quoi ce maillot tout dédicacé? Non, pas du tout. Mais c'est un vrai maillot, hein. C'est le maillot de l'Inter Miami. Ah d'accord, on dirait qu'il y a des dédicaces dessus, effectivement. C'est celui cette année alors. Tout à fait. Un beau maillot. Non, je vais aller jouer, j'ai un match de Calcetto. Il y a un dernier détail. Donc Monaco-Marseille, du coup, c'est le match. On est bien d'accord. Ça va être un pour big savoir match, qui est le deuxième, le dauphin. Le dauphin. Certainement. Et qu'est-ce que vous sentez alors pour ce match? Moi, je vois Monaco l'emporter. Moi, là où je rejoins JB, c'est que je pense que si. Après, moi, c'est mon équipe. Parce que Marseille a souvent braqué Monaco à Monaco. Marseille a souvent gagné à Monaco. Peut-être je vais être chauvin, mais je pense que si on avait été au niveau, par exemple, de ce week-end toute l'année, je pense que la question se poserait même pas sur ce match. Mais c'est pas le cas, du coup. Mais ce n'est pas le cas, tout à fait. Après, je pense que sur un match, si on met les ingrédients. Le Nice-Monaco à l'Alliance. Ouais. Nice l'a emporté. Et je voulais en parler. Ceci dit, dans le jeu, sur ce match-là. Pour moi, c'est un peu hold-up. Parce que l'arbitrage n'avait pas été fou. Et l'abord de Marc grâce à une erreur. Monaco se fait piéger sur une malice de Shaw. Le Vanderson prend un rouge. Tout à fait. Donc Monaco finit à 10 contre 11. Et après l'abord, il marque. Sur le début du match, physiquement parlant, en termes de vélocité, de niveau de jeu, mais pas photo. Hein. Et de milieu de terrain, encore une fois. Mais non, mais pour moi, Monaco est le dauphin du PSG cette année. Je pense qu'ils sont même meilleurs que Marseille. En parlant de Monaco, je voudrais juste quand même, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, parce que c'est pas un joueur médiatique, hein, mais quelle recrue de Mika Biret, quelle recrue qu'il arrive. L'attaquant là, il a mis combien de buts en combien de matchs? Il est à 12 buts. Ouais. Il n'y a que Dembélé qui fait mieux depuis le début de la 10 matchs. On va parler rugby, les amis. Il est 19h46. Je vais vous laisser. Tu nous laisses? Il est top 4e meilleur buteur. Il arrive en janvier. On te souhaite un bon calcetto. Merci bien. Voilà. Profite bien. Merci d'être venu. Il y avait du monde ce soir dans le studio. Vous avez vu, ça a défilé. Bisous, bisous. Je vous signale que l'émission a démarré à 18h. Donc on va arriver à nos 2 heures d'émission 100% sport. Et tout de suite, on va parler rugby. Rugby. Puis il y a de quoi parler. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. Le rugby, il y a du top 14, mon cher. Ouais, oui, on a eu une grosse période tournoi destination. Il y a eu un match féminin ce week-end, je crois. Ah non, mais c'est pas ça, c'est que le 6 nations des garçons à tous les étages est terminé. Et là, maintenant, c'est les filles. Donc, l'équipe de France féminine a démarré la semaine dernière contre l'Irlande qu'elle a battue. Et cette semaine, elle a joué l'Écosse qu'elle a battue également. Donc, 2 matchs de victoire. Pour l'instant, les filles font aussi bien que les garçons. Mais dans le 6 nations féminin, il y a le gros épouvantail, c'est les Anglaises qui ont du niveau de jeu, qui ont un niveau physique important. Au-dessus. Et c'est vrai que les Françaises, à chaque fois qu'on joue les Anglaises, on est un peu en retard, je dirais, sur le niveau physique et le niveau de jeu. Donc, si cette année, effectivement, les Françaises arrivent à battre les Anglaises, elles peuvent éventuellement s'octroyer un tournoi et pourquoi pas un grand chelem. Voilà. Même équipe, même Italie, exactement les mêmes équipes. Oui, c'est les mêmes pays. J'ai jamais trop suivi, c'est pour ça que je te pose la question. Non, mais alors, le 6 nations féminin, c'est les mêmes pays avec les équipes féminines à 15. Donc ça, là-dessus, c'est la même chose que les garçons. Voilà. D'accord. Donc voilà, les filles, elles sont en plein dedans. Elles joueront dans 15 jours contre les Galloises et on espère qu'effectivement,
Voilà, de toute façon, le test match, ça sera le vrai test match, ça sera contre les Anglaises. Donc voilà, le 6 Nations est en train de se dérouler pour les filles. Et effectivement, comme tu le disais, on est en plein top 14. On a repris tambour battant avec le championnat où il reste 7 rencontres à jouer. Et petit à petit, se définit le tableau pour les qualifs, les relégations. Et voilà, ça se bat tous les week-ends, c'est opiniâtre. Parce qu'après, c'est un final combien c'est toujours... Alors, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que le championnat est terminé, il y a les playoffs, c'est-à-dire que à partir du 3e, 4e, 5e, 6e, il y a des barrages croisés. D'accord ? Sinon, c'est les 4 derniers qui... C'est ça, en play-off ? Non. Alors, rappelle-nous, parce que au c'est niveau vrai que tu es le top 14, spécialiste. le dernier descend directement. L'avant-dernier, lui, joue un match de barrage contre le perdant de la finale de Pro D2. Comme ça, tu perds en finale de Pro D2, il te reste encore une chance de pouvoir monter, de pouvoir accéder en top 14. D'accord, le gagnant de la Pro D2 monte à la place du descendant et l'autre peut encore aussi monter. C'est ça. Voilà, donc en gros, les 2 places difficiles en top 14. Un peu comme il y avait au football à l'époque. Oui, tout à fait, ça existait au foot exactement. Donc c'est les 2 derniers qui bataillent pour le maintien. Par contre, en haut de tableau, ce sont les 6 premiers qui se qualifient, avec des barrages croisés du 3e. Du 3e au 6e. Et ensuite, il y a demi-finale. Et finale. D'accord. Voilà. Demi-finale sur les retours ou... Non, tout ça, c'est des sur matchs. Sur un seul match. C'est des matchs secs à élimination directe. Voilà, quand tu es en demi-finale, tu peux demi-finale et finale. C'est ça. Donc, à l'heure actuelle, si on se réfère au classement du top 14. Si on arrêtait le classement aujourd'hui. Aujourd'hui, qualifié, ce serait le Stade Toulousain, l'UBB, Toulon, Bayonne, l'AS Clermont-Auvergne et Castres. Voilà. Ça, c'est les 6 clubs qui, aujourd'hui, au classement, sont susceptibles... Tu te rends compte, c'est tout l'hémisphère sud, sont tous dans le sud de la France. Oui, parce que c'est des régions de rugby, quoi. Exactement. Historiquement parlant, voilà, le sud-ouest, c'est l'endroit où il faut jouer en France. Oui, c'est carrément, ils sont presque tous du sud. Voilà. Oui. Après, il y a Toulon qui représente la Provence. Il y a le Massif central, effectivement, avec Clermont, avec Lyon. Cette année, on a des Vantais, des Bretons, enfin, qui ont pointé le bout du nez en top 14, et c'est plutôt sympa. Après, il y a la capitale, où on a quand même 2 clubs historiques, qui sont le Stade français et le Racing 92. Donc voilà. Mais si on regarde un peu les matchs de ce week-end, on a tout d'abord Montpellier qui a battu le Stade français à la maison, 38-32, avec une première mi-temps de Montpellier qui était catastrophique. À la mi-temps, je crois que les Parisiens rentrent au vestiaire avec plus de 20 points et vraiment dominateur. Et en deuxième mi-temps, ça a été la remontada de Montpellier, qui au final coiffe au poteau le Stade français. Donc voilà, le Stade français, saison difficile, beaucoup de problèmes de staff. Je pense que l'année prochaine, il va y avoir beaucoup de changements dans l'encadrement du club. Ensuite, on a l'AS Clermont-Auvergne qui a battu La Rochelle à la maison. Alors, super match. Vraiment, ça a été l'un des matchs du week-end avec beaucoup de jeux, beaucoup de suspense. Une courte victoire de l'ASM qui, pareil, a été un peu plus en difficulté cette année, mais qui, Christophe Furios pousse son groupe pour essayer de le tirer vraiment vers le meilleur. Vannes, puisqu'on en parle, qui recevait son avant-dernier, Perpignan. Donc c'était vraiment un match au couteau, à la rabine. Et au final, un match nul, 20 contre 20. Et 20, ouais, c'est ça. Et donc, dommage pour Vannes, parce qu'ils mettent l'essai à la 74e. Et sur 2 erreurs un peu bêtes, les Catalans réussissent à revenir dans le jeu, marquent un essai, marquent une pénalité. Au final, c'est 20-20. Alors que si Vannes l'emportait, c'était Perpignan qui était dernier après ce match-là. Donc les Vantais, rien n'a bougé donc. Rien n'a bougé, mais on peut leur rendre quand même hommage aux Vantais, parce qu'il y a déjà eu des clubs qui finissaient bon dernier du top 14 et qui prenaient rouste sur rouste et qui ne gagnaient pas un match. Cette année, les Bretons, quand même, ils ont réussi à faire des victoires, des matchs nuls. Un petit peu mieux que Nice en Pro D2, quoi. Ah, Nice, on va en parler après, mais je veux dire, les Vantais, ils n'ont vraiment pas été ridicules dans ce championnat. Ils ont toujours 2 points de retard sur l'avant-dernier. Donc l'histoire, elle n'est pas finie. Jusqu'au bout, ils vont se battre. Ensuite, on a les Bayonnais qui, cette année, ont vraiment élevé le niveau. Et surtout à Bayonne, où ils n'ont pas perdu un match. Là, cette fois-ci, ils recevaient le Loup, les Lyonnais.
Donc les Basques ont gagné 28 à 14. Et voilà, je pense qu'ils sont qualifiables, ils font une belle saison. Et je pense qu'à l'arrivée, ils feront effectivement partie des phases finales. Voilà, donc tant mieux pour ce club. Parce que je ne sais pas si vous êtes déjà allé voir un match à Jean Daugé, mais si vous avez un jour la chance d'y aller, il faut y aller juste pour la Peña Bayona, qui est le chant des supporters bayonnais, avant que le match ne commence. Ensuite, il y a eu aussi Castres, qui a reçu Toulon. Alors Castres, c'est toujours un peu le club du Tarn, le club rustique, le club qui a un peu moins de moyens que les autres, mais dans le recrutement, ils se trompent rarement. Parce que chaque année, ils sont quand même très compétitifs. Cette année, je pense qu'ils ont encore la capacité de se qualifier pour les phases finales. Tu m'as dit tout à l'heure, ils étaient dans le top 7, là, non? Ils sont 5e. Ils ont battu Toulon 28 à 26. Toulon, qui aurait pu faire mieux, je pense, avec l'équipe qu'ils ont sur le papier. Rappelle-nous le classement de Toulon. Toulon, ils sont 3e. Ah oui, d'accord. Voilà. Toulouse, intouchable. Mais attends, le Real Madrid du rugby européen a une nouvelle fois roulé sur son adversaire, qui est la section paloise, qui est une bonne équipe. Hein. Mais à Toulouse, c'est simple. Tu enlèves un joueur, le joueur qui arrive derrière, il est aussi bon que le premier. Donc je vais te dire... Ça aussi, c'est un bon recrutement ou c'est vraiment la mentalité qu'il y a dans... Déjà, je pense qu'ils se trompent rarement aussi. Je pense aussi qu'ils ont, de par leur histoire, leur palmarès et l'aura de ce club, dès que ça toque à la porte d'un rugbyman, tu réfléchis pas deux fois. Hein. Quand le Stade Toulousain vient te chercher, tu tentes l'aventure. Soit ça se passe très bien et tu es le plus heureux des rugbymen, soit ça se passe moins bien et puis après tu vas voir ailleurs. Mais voilà, le Stade Toulousain aujourd'hui, j'insiste, hein, c'est le Real Madrid du rugby européen. Structurellement parlant, en termes de staff, en termes d'académie, en termes de formation, c'est juste le top du top. Alors, en ce moment, ils sont un peu éclaboussés par des petits soucis liés au salary cap et l'affaire Jaminet, qui n'est pas toute propre non plus. Mais bon, on va dire que même au rugby... Ça ne se voit pas sur le stade. Ah non, ça se voit pas sur le terrain, ça c'est sûr, mais on va dire qu'on peut se poser la question de savoir si c'est pas. Alors juste avant, tu nous quittes, Nathan. On te dit au revoir et voilà Nathan on rappelle qu'il vient de Nice et qu'il doit vite aller prendre un train. Voilà, en tout cas, qui nous a fait une belle rubrique MMA comme chaque 15 jours. Merci Nathan. C'est ça. Donc le Stade Toulousain qui a de nouveau roulé sur la section paloise, puisqu'ils ils ont quand même mis 53 points, avec une petite mention spéciale pour Ange Capuozzo, qui est le petit jeune Rital, l'ailier de poche du Stade Toulousain. Mais alors, tu sais qu'Ange Capuozzo, effectivement, il joue pour la sélection italienne, mais il est né et a grandi à Grenoble. Il joue pour la sélection italienne parce que bon, c'est vrai que l'effectif du 15 de France aujourd'hui, il a peut-être pas sa place, mais il joue pour l'équipe d'Italie parce que son père est italien. Et qu'il a la nationalité italienne également. Donc 3 essais pour le match, hein, et il a fait quand même 15 minutes à la fin du match en tant que numéro 9, en tant que demi d'ouverture, qui n'est pas son poste. Mais comme il avait déjà joué à ce poste-là et qu'en ce moment, avec la grosse blessure de Dupont, il compense un petit peu. Voilà, donc un top 14 qui est toujours aussi attrayant. Et plus on va aller vers la fin de la saison, plus ça va être sympa de voir des matchs au couteau. Voilà. Voilà, et tu voulais nous parler un petit peu de Nice en Pro D2, ils en sont où? Nice en Pro D2, c'est dur. C'est fini, on va être clair. Hein. Je veux dire, au vu du nombre de matchs qu'il reste, ils ne reviendront pas. Ils sont derniers, on rappelle. Ils sont derniers, ils ont perdu. Derniers de D2. Ouais, ils sont derniers de Pro D2. Ils venaient de monter en Pro D2. Ils ont perdu contre Nevers à Nevers ce week-end. Bon, voilà, on va finir la saison tranquillement. Le club est en train de se transformer parce qu'avec l'arrivée de Jean-Baptiste Aligier, ancien président de Biarritz, il y a des moyens, mais il y a aussi une grosse restructuration qui est en train de s'opérer, je pense, dans les instances dirigeantes et d'encadrement. Et puis, comme je l'avais signalé il y a déjà 15 jours, il y a surtout un gros recrutement qui est en train d'être fait avec d'anciens gros noms du top 14 qui vont arriver l'année prochaine pour jouer en national, mais surtout avec l'objectif de remonter en Pro D2 le plus vite possible. Voilà. Donc le stade niçois, pour l'instant, il faut laisser passer le temps, on va dire. Et puis, c'est surtout que l'objectif, c'est d'arriver la saison suivante avec un stade des Arboras à 12 000 places, qui est promis par Estrosi et la mairie de Nice. Et là, on commencera à pouvoir à toucher une dimension du professionnalisme qui est autre que celle qu'on a cette année. Parce que cette année, le stade des Arboras... Ils le rempliront ? Ah oui, je pense. Je pense qu'ils le rempliront. Cette année, c'est 3000 places de jauge
c'est pas à chaque fois. Rien, quoi. Donc bon, voilà, non, mais petit à petit, ça va avancer, ça va se développer, ça va se structurer, et tant mieux, tant mieux. Ça permettra aussi de garder les bons joueurs ici, voilà, dans la formation locale, et de pouvoir faire évoluer ces jeunes pour le professionnalisme rugbystique. D'accord. Vous avez rien à leur fournir, Menton? Non? Ben écoute, Menton, cette année, on a un jeune qui est en U14 qui s'appelle Sean Lefebvre. Le Stade Niçois est dessus. Le Rugby Club Toulonnais. Ouais, je l'ai dit comme ça, je t'ai tendu la perche. Vient de toquer à la porte. Donc, alors, c'est un jeune U14 qui a, à mon sens, qui a du potentiel. Qui a le futur gabarit d'un pilier. Voilà. Et qui est, à son âge, a un physique assez développé. Donc après, bon, le physique fait pas tout, hein, c'est surtout, on va dire, l'alliance de physique, d'un état d'esprit, d'une mentalité, voilà. Mais moi j'espère qu'une chose, c'est qu'ils réussissent, mais après, quand tu rentres dans le professionnalisme au rugby, il faut réussir à composer avec beaucoup de choses. D'accord. Et il faut aussi avoir un corps qui suit. Parce que là, tu passes un vrai troisième step. mi-temps, c'est compliqué. Ah, mais je t'explique un truc, les troisième mi-temps, il n'y en a plus beaucoup à ce niveau-là. On se quitte, il nous reste 40 secondes juste pour vous remercier, comme d'habitude, d'avoir été là et d'avoir fait une belle émission encore. Nous, on se retrouve demain soir, mon cher Jean-Baptiste, pour parler de l'événement du 12. On dira tout ça demain. Ouais. Et merci pour ta belle rubrique rugby, comme à chaque fois, bien étayée, bien développée. Bye bye à tous. Bye bye. Merci, 2 heures d'émission ce soir. Bah, allez, on rentre à la maison. T'as pas bye soif? J'ai soif. Allez, bye bye à tous. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française.